Bien, bonjour pour cette nouvelle et dernière matinée de notre colloque. Après déjà une journée pleine et une soirée inaugurale, nous avons beaucoup entendu, beaucoup appris, et nous allons continuer ce matin. Je voulais remercier le musée d'art et d'histoire du judaïsme de nous accueillir. Je voulais remercier tous les généreux sponsors de cette manifestation et surtout la Société d'histoire des Juifs de Tunisie qui nous permet d'avoir cette réunion, qui nous donne la parole, Claude Nataf, et un remerciement tout particulier à Jacqueline Nataf, qui est souvent dans l'ombre, mais sans qui peu de choses seraient possibles. Donc nous allons ce matin nous consacrer à un sujet, l'influence socio-culturelle de la France à l'époque coloniale, donc quelques approches, vous allez voir des approches diverses. Je voudrais faire juste deux remarques. D'abord, très heureux que cette table ronde, qui n'est pas ronde, soit un panel exclusivement féminin. C'est assez rare dans les réunions publiques, y compris en sciences humaines, pour être signalé. Donc je pense que ça, c'est déjà quelque chose de remarquable. Et c'est un panel aussi particulièrement international. La France, le Maroc, la Tunisie, le Canada sont représentés ici. Donc c'est, je pense, déjà aussi une des réussites de ces journées. Et puis, je suis le responsable de la bibliothèque et des archives de l'Alliance israélite universelle. Et depuis le début de nos sessions, il a souvent été fait référence à cette institution. Et ce que je trouve intéressant de voir, c'est que c'est à la fois une institution qui est actrice de l'histoire, et ô combien, on a vu et on le verra encore, combien elle a été un moteur de tous les changements intervenus au XIXe siècle dans ces communautés juives, et à la fois la préservatrice de la mémoire. Et là aussi, c'est assez rare pour être souligné et j'espère soutenu. Donc je vais d'abord donner la parole à Christine Chevalier-Caron, qui nous vient donc de l'Université du Québec à Montréal, qui va évoquer les écoles pour les filles de l'Alliance au Maroc. Vous avez 20 minutes. Donc, bonjour. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs et les organisatrices de me donner la chance de pouvoir participer au colloque, puisque je suis assez isolée au Québec en histoire juive d'Afrique du Nord. Donc, l'Alliance israélite universelle, en créant un réseau scolaire francophone au Maroc, s'avère être sans aucun doute l'un des acteurs majeurs des rapports, de la consolidation des rapports entre les Juifs du Maroc et leurs coreligionnaires français. En ce sens, parler de ce système scolaire apparaît comme un sujet incontournable à aborder dans le cadre de ce colloque. Si l'Alliance a créé un vaste réseau scolaire qui va au-delà du Maroc, c'est quand même dans cette région qu'elle a été le plus active. En conséquence, je vais vous parler du développement de ce réseau scolaire au Maroc en accent particulièrement ma présentation sur les programmes scolaires pour les filles. Donc, les résultats que je vais vous proposer aujourd'hui s'appuient à la fois sur les rapports trimestriaux qui ont été envoyés par les institutrices au comité central à Paris, ainsi que différents livres qui ont été publiés par l'Alliance, notamment le livre qui célèbre les 70e anniversaire de l'École normale israélite orientale, ainsi que le guide d'instruction qui était remis aux professeurs, qui a été publié en 1903. Donc, ces résultats de recherche s'inscrivent dans un projet qui s'appelle Migration des Juifs du Maroc au Canada et au Québec et en France de 1948 à nos jours, qui est mené à travers le groupe de recherche Histoire, genre, femmes et migration, qui est dirigé par Yolande Cohen et qui est basé à l'Université du Québec à Montréal. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de définir les concepts que je vais utiliser pour pouvoir analyser le système scolaire des filles au Maroc. Donc, j'utilise deux concepts, en fait, celui de l'altérité radicale. En fait, l'altérité radicale, je le définis comme quelque chose qui teinte considérablement le regard porté sur une population qui serait autre, ce qui permet, en quelque sorte, de légitimer une intervention visant une émancipation par l'européanisation. Dans le cas qui nous intéresse, il nous faut garder en tête que cette altérité est généralement hiérarchisante. L'autre se voit imposer un rattrapage moral et matériel par celui qui souhaite son émancipation. Ce rapport d'altérité, appréhendé comme un système de connaissances où ce qui n'est pas européen
et dévalorisé, aboutit à faire de l'Européen l'être universel et l'autre, le non-Européen, un être qui pourrait être considéré comme, je mets entre guillemets, dégénéré, à sauver et à régénérer. 3 termes qui sont utilisés par l'Alliance israélite universelle quand il parle des populations juives du Maroc. Ensuite, j'utilise aussi le concept de genre. Le concept de genre qui est une idée construite, mais qui entend une conception sexuée des êtres humains à travers lequel les femmes seraient programmées de l'intérieur, ce qui impliquerait qu'elles auraient des spécificités naturelles se différenciant de celles des hommes. Vu cette perception essentialiste des êtres humains, les systèmes scolaires occidentaux, pas seulement ceux de l'Alliance, ont longtemps été constitués des cursus genrés, donc différents pour les garçons et pour les filles, qui à leur tour renforçaient l'idée de nature et de différenciation biologique des êtres humains. Donc, je vais d'abord vous parler, en fait, du développement du réseau scolaire au Maroc, en accent particulièrement ma présentation sur l'éducation des filles, pour ensuite vous parler de l'action et du discours que les institutrices avaient au sujet de l'éducation des filles dans cette région précise du Maroc. Donc, comme vous le savez, l'idée de progression morale était centrale à l'œuvre de l'Alliance israélite dès sa fondation. En ce sens, dans la première édition du bulletin de l'AIU, les leaders présentaient en fait l'organisation comme étant destinée à, et je cite, « devenir un foyer de progrès moral, de solidarité religieuse et de protection pour ceux qui souffrent à cause de leur qualité d'Israélites ». Ensuite, dans ce même document, nous pouvons prendre connaissance des 3 grands objectifs que l'Alliance s'était posés. Donc, et je cite toujours, de travailler partout à l'émancipation aux progrès moraux des Israélites, de prêter un appui efficace à ceux qui souffrent pour leur qualité d'Israélites, d'encourager toute publication propre à amener ce résultat. Si l'Alliance disait vouloir travailler partout, en fait, ce partout, pour ce qui concerne du moins la première des 3 objectifs, concernait quand ils parlent d'émancipation, c'est probablement plus pour les Juifs et les Juives du Maroc et de ce qu'ils appelaient l'Orient, dont les populations juives, sous le regard paternaliste des fondateurs, devaient être régénérées puisque considérées comme déshéritées. Conscient que l'accès à l'éducation représente un moteur de changement social et de mobilité sociale qui mène à une ascension généralement, les hommes de l'organisation voyaient dans l'établissement d'un réseau scolaire un moyen efficace de remplir le premier des 3 objectifs qu'ils venaient de se fixer. Donc, comme vous le savez, le cursus scolaire était en grande partie calqué sur le système scolaire républicain français, puisque comme les dirigeants le soutenaient, et je cite, « le redressement moral ne pouvait réaliser qu'à travers l'instruction et les lumières de la civilisation occidentale ». Ainsi, la dimension linguistique occupait une place prédominante dans l'élaboration du système scolaire et du programme scolaire. Donc, l'éducation devait absolument être faite en français. Cette volonté s'explique par le fait que les architectes du réseau scolaire, adhérant aux valeurs et aux idéaux républicains, confessaient cette langue comme la seule pouvant transmettre ces valeurs et ces idéaux, elles-mêmes et eux-mêmes perçus comme la clé permettant l'émancipation et la régénération de leurs co-religionnaires du bassin méditerranéen. Notons aussi que ces idéaux sont les mêmes qui ont servi de socle idéologique à la conquête coloniale française plus largement. Donc, c'est en fonction de cette mission de ces idéaux que l'AU fonde une première école à Tétouan en 1862 qui accueille 160 enfants, exclusivement des garçons. En 1864, alors qu'une seconde école est fondée à Tanger cette fois-ci, l'Alliance commence à recevoir de plus en plus de réquisitions de la part de notables et de responsables communautaires de différentes villes, notamment de la part d'une institutrice de Tanger qui voulait une école pour filles dans sa ville. Dès lors, le réseau scolaire de l'AU commence à croître considérablement au Maroc. Donc, en 1864, le réseau scolaire regroupe 7 écoles dans les villes de Tanger, Tétouan, Safi et Modagar, scolarisant 630 enfants, dont 130 filles. Ils sont plus de 5240 enfants, dont 2025 filles, à les fréquenter en 1912, date de mise en place du protectorat. Ces effectifs représentent, en 1934, donc les effectifs scolaires grimpent à 10 305 enfants au Maroc, dont 4 294 filles. Ça représente le quart des effectifs scolaires pour l'ensemble du réseau scolaire de l'Alliance au-delà du Maroc. Donc, en 1934, il y a 37 écoles qui existent, dont 15 institutions scolaires mixtes. Donc, si au départ, les écoles sont faites pour les garçons et pour les filles, la mixité commence à gagner du terrain. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il a été soumis au même cursus scolaire. Malgré la mixité de certaines écoles, les filles et les garçons étaient soumis à des programmes scolaires différents. Donc,
voyons maintenant le discours genré des dirigeants de l'Alliance et certaines des actions posées par les institutrices afin de contribuer au développement du réseau ainsi que pour réaliser la mission définie par ceux-ci. Donc, en ce qui concerne le caractère genré, l'appel lancé en 1864 afin d'obtenir les appuis pour faciliter le développement du réseau scolaire est assez éloquent. Et je cite, « Il faut des écoles pour garçons, il faut des écoles pour filles. Les premiers formeront une génération d'hommes aptes à toutes les actions de la société, des citoyens utiles faisant honneur à la religion qu'ils professent. Les secondes formeront des mères de famille comme il en faut à cette génération nouvelle. Les femmes, qui de plus en plus doivent agir sur les mœurs, diriger les premières éducations, inculquer des principes moraux durables, donner à l'enfant le sens divin de la religion, semer dans les âmes des enseignements naïfs dont le souvenir ne s'effacera jamais. » Donc, l'année suivante, toujours par le biais du bulletin officiel, l'Alliance présentait leur vision de ce que devait être l'éducation des filles, et je cite à nouveau. « Ce qui est l'âme de notre œuvre, ce qui forme des traits distinctifs, c'est qu'elle provoque à s'entendre dans des vues universelles d'amélioration. Tous les membres de la famille israélite, celles qui appellent en soi toutes les forces vives du judaïsme, et de ces forces, pourquoi ne le dirons-nous pas? Il en est une sur laquelle nous nous croyons en droit de compter tout particulièrement. C'est celle que nous doit apporter le concours dévoué, chaleureux de la femme israélite. Gardienne du foyer domestique, prête à accourir partout où il s'agit d'adoucir des souffrances matérielles ou morales, heureuse de s'associer à toutes les créations utiles, elle acceptera, nous en sommes convaincus, le patronage de celle que nous venons de fonder et sera heureuse de mettre à notre disposition les inépuisables ressources de son dévouement. » Donc, les deux extraits que je viens de vous présenter nous démontrent très clairement que malgré le fait que les filles ont eu accès dès le début du 20e siècle aux écoles de l'Alliance dans la quasi même proportion que les garçons, les objectifs de cette scolarisation étaient bien différents. Cette différence s'explique par la conception essentialiste et différentialiste que nombreuses personnes de cette époque, hommes et femmes, défendaient. En ce sens, si les hommes devaient devenir des citoyens utiles, les filles devaient, pour leur part, devenir des femmes dont le principal rôle était, en fait, d'être la mère de ces citoyens utiles. Pour ce faire, les dirigeants de l'Alliance ont conçu un programme scolaire devant permettre de développer les qualités dites spécifiquement féminines. En ce sens, à travers le guide des enseignants, les artisans du système scolaire disaient souhaiter se servir de l'éducation pour développer, et je cite, « la douceur, la modestie, la simplicité dans la mise, le désir de briller autrement que par un étalage ridicule de bijoux et de falbalas, le sentiment de l'égalité des riches et des pauvres. » C'est aussi ici qu'il semble important de mobiliser le concept d'altérité radicale. En fait, comme vous le savez, les filles et les garçons, les hommes et les femmes étaient aussi conçus comme différents avant l'arrivée de l'Alliance israélite universelle au Maroc. Il ne s'agirait pas simplement de valoriser le rôle de femme, mais bien de transformer en imposant un modèle européen qui devait remplacer celui relatif à leur propre système de croyances et de valeurs. Malgré cette volonté, comme il a été souligné hier, le personnel scolaire a rencontré certaines difficultés dans le développement du réseau, notamment à cause de la résistance de nombreux parents quant à inscrire leurs enfants à l'école. D'ailleurs, plusieurs institutrices abordaient cette problématique dans leur correspondance avec le Comité central de Paris. Nous pouvons d'ailleurs penser à Mme Falcon, directrice du groupe scolaire de Marrakech en 1906, qui remarquait que l'école n'avait pas été ouverte de façon continue depuis sa création. Ou l'institutrice Mme Susanna, tout comme certaines de ses collègues, qui soulignaient dans l'un de ses rapports l'opposition des parents à inscrire leur enfant à l'école et l'imposition en fait de l'uniforme qui allait avec la fréquentation scolaire. Dans son rapport de 1919, Mme Susanna observe que la fermeture de certains parents à certaines écoles et à l'uniforme, et elle considérait qu'elle devait commencer par convaincre les parents les moins superstitieux en espérant que les autres allaient suivre par mimétisme. En fait, selon elle, selon plusieurs institutrices, ils comprenaient qu'il ne fallait pas imposer aux familles l'inscription de leurs enfants à l'école, mais bien les convaincre en démontrant les bienfaits que l'éducation allait avoir dans leur famille pour leurs enfants. Donc, au bout de plusieurs années, alors que le personnel multipliait ses efforts pour pouvoir promouvoir l'éducation des écoles de l'Alliance et que les premiers et premières élèves issus de ces écoles avaient eux-mêmes des enfants en âge de fréquenter les écoles, la situation commence à avoir changé considérablement. En fait, il y a plusieurs institutrices qui se félicitent des efforts qui ont été menés et des changements qu'elles voient émerger. On peut d'ailleurs penser à Mme Toledano de l'école de filles de Marrakech qui, en 1934, écrivait « Il faudra envisager au moins 2 nouveaux groupes pour pouvoir loger tout le monde. La population juive, aussi importante que celle de Casablanca, se rend compte de jour en jour de la nécessité de l'instruction et se révolte de voir que dans d'autres villes,
moins importantes comme Magasagan ou Madagascar, les parents n'ont aucun peine à admettre leur enfant à l'école. Il y a une autre prof à la même école qui est située à Casablanca qui mentionne qu'il faut en fait engager des gardiens de sécurité parce que les parents se battent pour inscrire leur enfant à l'école. Donc, on voit vraiment un changement drastique à partir des années 20 du moins. Donc, discutons maintenant du programme scolaire. Donc, comme il a été dit, les femmes devaient être des gardiennes de la moralité et les gardiennes du foyer. Il fallait donc, aux yeux des dirigeants et du personnel de l'Alliance, inculquer une éducation différente que pour les garçons et à travers laquelle les questions d'hygiène et de l'éradication des superstitions devaient être dominantes, deux thèmes qui sont omniprésents dans les rapports trimestriaux. Malgré que la forte majorité des matières qui étaient enseignées aux garçons et aux filles étaient les mêmes, une étude plus poussée du cursus révèle que le temps alloué à certaines matières était différent pour les garçons et les filles. À l'exception de l'histoire post-biblique, l'histoire sainte et l'instruction religieuse et le chant, le nombre d'heures qui devaient être consacrées aux différentes matières était différent pour les filles. La différence la plus majeure est dans l'enseignement du français. D'abord, dans l'enseignement français oral, si les jeunes filles devaient être soumises à 4 heures d'éducation de langue française par semaine, les garçons 5 à 6. Puis pour ce qui est de la langue française, la lecture et à l'écriture, les jeunes filles étaient soumises à 5 heures d'éducation pour cette matière-là. Les garçons avaient 8 à 10 heures par semaine de lecture et d'écriture. Cet allègement ne résulte pas seulement d'un souci de libérer du temps, elle découle plutôt de l'idée que les femmes, puisque destinées à être mères, n'avaient pas besoin de connaître les rouages de la langue en profondeur. Il y a une des consignes du guide d'instruction publique qui est assez éloquente à ce niveau-là, et je cite: Sauf de rares exceptions, les jeunes filles sorties de nos écoles ne cherchent à tirer aucun profit matériel de l'instruction acquise. Aussi, sommes-nous plus libres de donner à leur éducation un caractère moins utilitaire et la direction doit-elle bien s'inspirer du seul but à poursuivre qui est de former de bonnes mères de famille. Pour assurer son égalité intellectuelle avec son mari, il faut donner à une femme un enseignement en ce qui encombre les programmes officiels en France. La langue n'étant qu'un instrument d'éducation, les jeunes filles peuvent parfaitement ignorer les difficultés grammaticales et orthophoniques si elles savent convenable de rendre leurs pensées. Nous en disons autant pour toutes les branches de l'enseignement. Une autre modification expliquant en fait l'allègement du programme pour les jeunes filles réside dans la volonté de libérer du temps pour l'apprentissage de la couture et ce qu'ils appelaient les travaux de femmes. Ces enseignements, fortement valorisés par le comité central comme par les instructrices, permettaient à l'Alliance et ses représentants de remplir leur objectif de transformation identitaire à plusieurs niveaux. Elles ne devaient pas seulement adopter une pratique et les valeurs européennes, elles devaient aussi s'habiller ainsi. Donc, il y a une transformation autant physique que psychologique et morale dans le programme. Par des cours de couture, les jeunes filles réalisaient leur propre habit de style européen. D'ailleurs, les institutrices, dans leur communication avec le comité central, se félicitaient tout autant quand elles considéraient avoir réussi à éliminer des superstitions que quand elles voyaient qu'il y avait une transformation physique des jeunes filles. Grâce aux robes qu'elle avait généralement cousues elle-même, puis aussi elle faisait des habits pour les garçons qui, eux, n'avaient pas de cours de couture. Donc, elle se félicitait principalement en disant que les petites filles avaient des allures de petites françaises de leur âge. Notons à ce titre l'intervention de Madame Lévy, qui est institutrice à Fès, qui soulignait espérer voir se produire une rupture morale et matérielle avec le passé, dont en éliminant ce qu'elle appelait l'habit indigène. Dans un rapport datant de 1928, elle écrivait, et je cite, « Pour faire disparaître toute cause de différenciation qui les amoindrirait aux yeux des étrangers, il était pressant d'en éliminer les causes. L'habillement nous préoccupa sérieusement. Il fallait en effet renoncer aux vêtements indigènes, ce qui fut assez laborieux. » Donc, fin de la citation. Les cours de couture contribuant à préparer les jeunes filles à leur rôle de mère et d'épouse était vraiment important. Donc, Mme Lévy partageait cette idée avec d'autres institutrices qui s'exprimaient à leur tour sur le sujet dans les rapports qu'elle envoyait au comité central. Notons par exemple Mme Mako de Safi qui considérait que l'élimination des vêtements dits indigènes faisait paraître ses élèves comme étant des jeunes européennes, ce qui, en plus de satisfaire cette institutrice, rendait concrète l'intervention de l'Alliance. Aussi, il y avait... parfait. En fait, il y avait aussi vraiment une espèce de situation, des fois de panique de certaines institutrices quand il y avait un manque de machines à coudre ou quand les machines à coudre étaient défectueuses puis il fallait une réparation. Il y avait vraiment des lettres qui étaient envoyées de façon constante pour pouvoir régler la situation. On voyait que ça leur importait beaucoup. Donc, même si aucun
cours d'hygiène en soi figurait au programme. Un discours hygiéniste et la notion d'hygiène teintaient aussi le programme et aussi les rapports trimestriels que les institutrices rédigeaient. Ces enjeux étaient aussi une préoccupation très forte des institutrices. Donc, nous pouvons notamment penser à des rapports, exemple celui de Sarah El Haddad, qui qualifiait les élèves de malpropres et de négligés par la faute des parents. En fait, il y avait aussi une volonté de pouvoir changer les pratiques dans la maison. Les enfants, en fait, devaient à leur tour éduquer les parents. Donc, c'était vraiment un cycle entre les deux. Donc, malgré le fait qu'elle les traitait de malpropres, elle disait quand même heureuse de voir l'œuvre qui lui était confiée, puisqu'elle les menait à faire de celles-ci des futures bonnes mères de famille dont l'intelligence s'accentuerait grâce à l'ascension morale. Il y a beaucoup d'autres aspects, en fait, que je pourrais aborder par rapport à l'éducation des filles, notamment en ce qui trait à la formation des institutrices à l'école normale à Paris, ou bien encore par rapport à la formation technique qui était différente pour les garçons et pour les filles. Notamment par rapport au fait que traditionnellement, au Maroc, exemple, c'est les hommes qui s'occupaient de faire la couture. Puis là, il y avait vraiment une volonté de faire passer cette tradition-là dans la main des femmes. Donc, c'est vraiment teinté aussi dans la formation professionnelle. Bref, on peut affirmer en fait que l'Alliance israélite universelle est un puissant agent de changement, de transformation, autant au niveau des pratiques sociales qu'en ce qui concerne l'attachement à la langue et à la culture française chez plusieurs de ceux et de celles qui les ont fréquentés. En fait, juste pour imaginer un petit peu l'importance de la transformation, j'ai fait une enquête ensuite à Montréal sur en fait l'héritage de l'école de l'Alliance chez les séfarades de Montréal. Puis, quand ils ont créé quand ils sont arrivés à Montréal, ils étaient obligés d'aller à l'école anglaise à cause de la loi scolaire. Puis, il y a vraiment eu une forte mobilisation pour pouvoir créer une école francophone juive. Puis, les mères de famille dans les années 80, il y en a beaucoup, en fait, qui se disent très, très peinées. Puis, même certaines disaient qu'elles pleuraient à chaudes larmes parce qu'ils ne pouvaient pas envoyer leur enfant à l'école française, comme elle avait eu la chance de le faire au Maroc dans les écoles de l'Alliance. Donc, on voit que ça l'a vraiment imprégné sur plusieurs générations les consciences aussi et les pratiques culturelles. Puis on peut aussi, il y a aussi à Montréal, dans la communauté montréalaise, en fait, dès qu'ils ont créé l'école, dans le communiqué qui était envoyé aux parents pour, en fait, les inciter à inscrire leur enfant à l'école en 1969, l'école était présentée comme étant à l'image de l'Alliance. En fait, tout le discours pour convaincre les parents d'inscrire leur enfant à l'école Maïmonide de Montréal était vraiment axé sur l'héritage de l'Alliance. Puis quand on regarde le programme scolaire, on voit vraiment des similitudes. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Et on prendra les questions à la fin de la session. On fera sans doute une pause si nous arrivons à rester dans les temps après la troisième communication. Je vais maintenant laisser la parole donc, à Hanan Sekat de l'Université de Fès au Maroc, qui va nous parler des rapports de la France et de la communauté juive de Meknès. Merci, Monsieur le Président. Heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et depuis toute la période de ce colloque. Bon. Pendant l'année 2004, j'ai mené avec mon ami Emmanuel Trevisan-Semi auprès de la population de Meknès une enquête qui avait pour sujet principal la conception que se fait cette population de la présence juive dans la ville. L'enquête a concerné deux types d'interviewés. Les anciens, ceux qui avaient connu les Juifs, traitaient avec eux, partageaient avec eux le sel et le sucre, se sont chamaillés avec eux, bref, ceux qui connaissent bien et directement les Juifs. Les jeunes, ceux qui n'ont pas connu les Juifs, parce que le Juif n'est autre que l'Israélien, soldat, arrogant et persécuteur. Ces jeunes ne connaissent de la présence massive des Juifs à Meknès que ce qu'on veut bien leur raconter, soit sur un ton nostalgique idyllique, soit sur un autre opposé revanchard. L'étude a donné lieu à un livre intitulé « Les voisins absents, mémoire et représentation des Juifs au Maroc ». Je tiens à préciser qu'à la même période, un autre chercheur, Omar Boum, de son état anthropologue à l'américaine, menait une enquête analogue. La population cible était celle des régions reculées de l'anti-Atlas. Son livre s'intitule « Memories of Absence, How Muslims Remember Jews in Morocco ».
Évoquons avec les anciens la période du protectorat et ses répercussions sur les relations intercommunautaires. La plupart des interviewés, sinon tous, ont affirmé, outre le fait que le temps des Français était un moment d'accélération de l'histoire locale, que cette présence était plus bénéfique aux Juifs qu'elle ne l'était pour les musulmans. Les indices ne manquent pas et il est difficile de les réfuter. Soit, à la question, pensez-vous que les Français avaient intentionnellement favorisé les Juifs? Si oui, quelles sont les raisons? Les réponses ont été, dans l'ensemble, nuancées. Je précise nuancées et pas du tout fermes. Poussons nos interviewés à bien cadrer leurs réponses. Nous étions étonnés par l'explication donnée. Les Juifs, tout autant que les notables musulmans et les élites locales, ont su tirer profit de la disponibilité des autorités à chercher des alliés au sein de la population. Ils se sont rangés du côté du plus fort, non pas parce qu'ils avaient des remords à l'encontre des musulmans, loin de là, mais parce que opportunistes de nature. On ne peut leur en vouloir d'être futés, d'autant que leur aliénation n'était nuisible à quiconque, mais bien au contraire, porteuse de bienfaits pour l'ensemble de la population. Voilà pour l'essentiel. Rapportons ces dires aux interviewés juifs, qu'ils soient encore résidents à Meknès ou ayant quitté le Maroc vers d'autres cieux. Notre étonnement initial est réconforté. On nous dit que les Juifs de Meknès se sont comportés positivement pendant la période du protectorat. Ils avaient bien conscience qu'il s'agit d'une opportunité et d'un rendez-vous avec l'histoire à ne pas manquer. Une telle attitude n'avait rien d'immoral, puisque les autorités musulmanes, le sultan en premier, s'étaient ralliés à la France, non pas par la force des armes, mais en toute connaissance de cause. On ne pouvait être plus royaliste que le roi. On ne peut s'empêcher de dire qu'il s'agit là d'un fait généralisable. Le phénomène a été observé partout où il y avait une présence juive, dans les villes tout autant que dans les villages. C'est allé trop vite en besogne. Meknès, en effet, a constitué un microcosme avec des particularités spécifiques, d'où l'intérêt de l'étude que nous avons menée, Madame Trévisan et moi. Notons que pour mieux tacler le sujet et avoir le cœur net, j'ai eu recours à ce qu'ont écrit des originaires de Meknès sous forme de mémoire. Je veux parler de mes amis, Joseph Toledano, dans Le Temps du Mellah, paru en 1982, et Meknès, portrait d'une communauté juive marocaine, histoire, culture, humour et folklore, paru en 2017, puis le livre de Hayem Chiran, Le Rocher d'origine, et enfin les mémoires testaments de David Cohen, Passion marocaine. On trouve dans les 4 livres matière à confirmer les impressions des Juifs et les musulmans de la ville. Rappelons en premier lieu que depuis le règne de Moulay Ismaïl, qui avait fait de la ville sa capitale, les commerçants et les artisans de la ville, musulmans et juifs, avaient tissé des liens devenus par la force des choses vitaux pour les tribus de Zayan, de Gerwen, du Moyen Atlas et surtout de l'interland sahraoui qui s'étend jusqu'aux confins algériens. La dynamique qui avait pris le dessous depuis la fin du XIXe siècle dans le sud du pays, drainant élite et population vers le littoral, n'avait pas à avoir lieu à Meknès. Nul Meknassi n'avait fait partie des Toujar sultanes. Ainsi, à l'arrivée des Français, la communauté juive de Meknès était restée et chichement infectée par le modernisme imposé. L'émancipation sous le drapeau tricolore, de toute évidence souhaitée et élevée au premier rang, n'avait pas pour idéal se désolidariser de la société marocaine et rejeter l'appartenance collective, mais l'acquisition de droits civiques. Notons en deuxième lieu que Meknès, parce que destiné à servir de base pour la pacification de l'arrière-pays de Tafilelt, qui s'étend depuis le Seis jusqu'aux confins algériens,
Un vaste espace qui n'a déposé les armes que tard, en 1934, n'avait pas subi en plein fouet les méfaits de la prolétarisation massive inhérente à l'expansion du capitalisme industriel et agricole. Meknes a été assigné à une double vocation, agricole, mais essentiellement pour les grands colons capables de faire de la grande production et commerciale pour assurer l'approvisionnement de l'ensemble d'un territoire classé dans le registre dit le Maroc inutile. C'est dire que la ville a vu tripler sa population en moins de 3 décennies, mais pas au point de devenir une métropole de la taille des villes du littoral. Les relations intercommunautaires sont restées pour l'essentiel régies par un code traditionnel dont le credo est la cohabitation et la complémentarité. Un troisième point a tout son poids dans la préservation de l'équation interne en l'état. Le fait que la ville ne soit pas une destination de prédilection de l'exode rural juif venu de l'Interland, les Juifs de Tefilelt, se tentaient par l'aventure migratoire, préféraient se diriger directement à Casablanca. Une toute petite proportion était venue grossir les rangs de la communauté locale. En outre, la pression sur les autorités qui avaient abouti à la construction d'un nouveau Mella, extension spéciale de l'ancien, a fait que la densité n'était pas aussi criante qu'il l'était ailleurs, en l'occurrence à Marrakech et de façon encore plus dramatique à Casablanca. Il n'y a pas eu à Meknes une paupérisation à l'extrême, ni surdensité porteuse de déséquilibre. À peine peut-on parler d'un déracinement, somme toute minime, rapidement comblé. Quelques indices en témoignent. Le cas de trachome, de tuberculose, de mortalité infantile, de maladies de la peau, alarmants ailleurs, ont été circonscrits à Meknes. Le nombre des enfants, garçons et filles scolarisés, aussi bien dans les écoles de l'Alliance que celles dites françaises, a été supérieur à la moyenne nationale. Cependant, les œuvres de bienfaisance, déjà de la tradition soutenue par une philanthropie innovante, a rehaussé le niveau de satisfaction. Grâce à l'action communautaire, le combat contre les maux sociaux, prostitution, abus d'alcool, violences conjugales et parentales et autres, et l'émancipation par l'enseignement ont atteint des résultats positifs. Devenues nombreuses en nombre, forte en représentativité et capable de supporter les charges de la construction d'un quartier destiné, entre autres, à ne pas rompre avec le vieux quartier juif situé au cœur de la Médina. La communauté a fini par avoir gain de cause. Les autorités locales, après plusieurs tentatives de retarder l'inévitable, ont concédé à permettre à la communauté juive de bâtir un nouveau Mella, conçu selon le modèle européen. Meknes est la seule ville marocaine dont la communauté a obtenu une telle concession. Il faut aussi préciser que pendant la guerre, les Juifs de Meknes n'ont pas trop souffert des lois anti-juives de Vichy. Il faut croire que les autorités coloniales, d'une part par souci de préserver la paix communautaire et de l'autre pour circonscrire les méfaits moraux de la défaite face à l'Allemagne, ne trouvaient nul bénéfice à remettre en cause une donne sociale qui, mieux que servir les intérêts de la France, préservait cette dernière des revers de la conjoncture. En outre, le débarquement américain, conçu à raison comme une bénédiction, n'avait pas affecté la vie des Meknassis. Il n'y a pas eu de présence substantielle des Américains. On vivait l'américain way of life par procuration. Seuls ceux qui s'étaient rendus à Casablanca ou à Kenitra ont été impressionnés. À Meknes, on était resté traditionnel, comme l'étaient papa et grand-père. Toutefois, si dans les villes du littoral, à Rabat et à Casablanca surtout, colons et petits peuples français se sont ralliés au pétainisme et ont fait étalage d'un antisémitisme au rabais, force est de constater qu'à Meknes, les Français ont fait preuve d'une retenue tout à leur honneur.
Suite à l'exposition de ces facteurs qui font de Meknès un cas à part, posons la question piège. Y avait-il vraiment une politique juive menée par des autorités du protectorat? Sur la foi des archives rédigées, aussi bien par l'administration centrale de Rabat que celle qui émanait des bureaux de Meknès, militaires et civils, il est permis d'affirmer qu'il n'y avait pas de politique juive sui generis. Il y avait en revanche une politique indigène dont le souci initial était la préservation de la paix sociale et faire obstruction à toute idéologie nuisible à la quiétude ancestrale des Juifs et des musulmans. Le sionisme pour les premiers, le panarabisme et avant lui le panislamisme pour les seconds. Les Français avaient pour postulat des idées simples à leur avis susceptibles de servir de base à des desseins compliqués. En premier lieu, il y a l'idée classique que l'on se fait des Juifs, commerçants nés et grands créateurs de fortune. L'administration du protectorat avait de toute évidence besoin de l'apport des Juifs de Meknès à l'entreprise coloniale. Mettant à profit l'ensemble des circuits auxquels ces derniers étaient initiés et fortement enracinés, les Français, militaires et civils, colons et industriels, en sus d'une population européenne venue chercher fortune et qualité de vie, ont jugé utile d'accorder à ces Juifs des avantages substantiels tout en se gardant de provoquer des réactions hostiles de la part de la grande majorité musulmane. C'était là un des principes fondamentaux de la politique indigène. La France avait besoin du juif en tant qu'indigène, sujet de Sidna le sultan. Tout entorse à la règle était exclu, voire banni. L'émancipation n'est nullement pas synonyme d'égalité et encore moins de fraternité. Elle donne des droits, mais pas au point de prétendre à une intégration en bonne et due forme. Ne devient français qui le veut. Les Français ne voyaient pas dans cette communauté uniquement un atout économique. Ils épuisaient des cadres pour le bon fonctionnement des administrations civiles. En effet, un pourcentage assez conséquent de jeunes juifs, hommes et femmes, étaient scolarisés dans les circuits modernes des écoles de l'Alliance israélite universelle et aussi dans les rares unités françaises d'enseignement et de formation professionnelle. Dans la période qui suivit la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs cadres juifs, tout autant que de simples fonctionnaires et employés, étaient affectés au service des postes, à la gestion des entreprises, des chemins de fer. Le bilan global est sans appel. D'une communauté à la marge, les Juifs de Meknès ont pu produire une élite présente en force dans les instances du judaïsme marocain et mondial. Au sein de la classe politique marocaine, parmi les lettrés actifs dans l'enseignement et les administrations. Les Juifs meknassis doivent cette ascension à la présence française, mais pas seulement. Ils en sont redevables aussi à la disponibilité des nationalistes et des populations musulmanes. Contrairement aux celles originaires des villes impériales, les élites de Meknès ont été, pour la plupart du genre, self-made. Elles n'avaient pas outrancièrement pactisé avec le capital étranger au point de devenir ses inféodés. À l'indépendance, ces élites ont pu affronter le défi du Maroc indépendant sans grand complexe. Le conseil de la communauté de Meknès était le mieux disposé à prendre la tête du conseil des communautés juives du Maroc en la personne de Joseph Berdugo, le père de l'actuel président de la communauté juive marocaine, Serge Berdugo. Le nombre des Juifs dans les administrations publiques et les sociétés de production était proportionnellement élevé. Pendant la première décennie de l'indépendance, le nombre des immigrés vers la Palestine originaire de Meknès était inférieur à la moyenne nationale. C'était compté sans la logique de la self-liquidation causée par le sionisme, une idéologie que autant des Français, sans être rejetés, avaient du mal à convaincre.
Permettez-moi de terminer mon exposé par un rappel qui ne manque pas de saveur historique et compte parmi le legs juif dans ma ville natale. Il existe encore à Meknes une ligne de grands taxis à petit prix qui relie le nouveau Mella, baptisé quartier Riyad, et le centre-ville. Cette ligne est érigée par un daher, je dis bien un daher, qui date de la période du protectorat. Elle a été instituée pour permettre aux Juifs, surtout, mais pas seulement, de rejoindre le centre-ville sans être obligés de se mélanger avec aux musulmans. Depuis, les Juifs sont partis, mais la ligne a été préservée pour le grand bonheur d'une population musulmane de plus en plus nombreuse. Nulle autorité ne peut changer cette donne de l'ordre de l'acquis. Le prix du trajet le plus bas dans la ville, sinon sur l'ensemble du territoire national. Religieusement observé par les autorités, c'est dire que la tradition perdure. Les Juifs ont été à Meknes un élément somme toute positif. Et merci. Très bien, merci beaucoup de nous avoir montré les spécificités locales auxquelles on ne s'intéresse pas souvent, malheureusement. Je vais maintenant donner la parole à Florence Renucci de l'Institut des mondes africains du CNRS, qui va nous parler des avocates juives au Maghreb. Je vous remercie. Et je voudrais tout d'abord, comme mes collègues avant moi, remercier les organisateurs, en particulier Claude Nataf, à la fois pour ce colloque, mais aussi pour les échanges qu'on a pu avoir. Voilà. Ah, normalement. Rapprochez-vous. Il ne faut pas le toucher normalement, oui. On m'a dit, mais. Est-ce que ça va comme ça? Ouais. Non, il ne faut pas le toucher. Ah, juste. Comme ça, voilà. Okay. Merci. Oui, donc le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est un sujet qui est encore, on va dire, une recherche qui est encore en construction. Ça s'inscrit dans une recherche plus vaste d'ailleurs qui est sur la question des avocates dans l'empire colonial français et même au-delà, mais qui a commencé en grande partie par les avocates du Maghreb et les avocates juives en fait du Maghreb, parce que vous allez voir, ce sont des pionnières. Alors évidemment, c'est un sujet un peu improbable, parce qu'il a été jusqu'à présent complètement ignoré. Pourquoi il a été ignoré? D'abord parce que, évidemment, l'historiographie sur le genre s'y est peu intéressée, et pour cause, parce que ces femmes sont quasiment invisibles en réalité. Et elle a été ignorée aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui restent à faire dans l'histoire coloniale, en particulier d'une façon générale sur ce type de profession, même si on a bien sûr des travaux déjà sur les avocats, je pense à ce qu'a fait M. Nataf, mais aussi aux travaux d'Éric Gob, de Christian Féline, etc. Donc voilà, c'est parce que déjà, vous voyez qu'il y avait un manque historiographique qui était important. Parce que, je vous le disais, ces avocates sont quasi invisibles. Alors, elles sont invisibles parce que, évidemment, quand vous étudiez un territoire, ce qui est le cas de la plupart des chercheurs, vous allez peut-être, par hasard, trouver une ou deux personnes. Mais tout de suite, quand vous changez de regard, quand vous regardez l'ensemble de l'Empire, là, vous allez vous rendre compte que ces femmes, en réalité, sont une minorité. Certes, une minorité, mais elles représentent un groupe. Alors, à l'échelle de l'Empire colonial français, on constate que ces femmes, ces premières avocates, émergent d'abord, je vous le disais, au Maghreb, en Algérie, à partir de 1908, puis en Tunisie, à partir de 1914-15, et plus tardivement au Maroc dans les années 1920, et ensuite à La Réunion, puis suivent d'autres territoires. Ce qui est particulièrement intéressant pour nos avocates là, du Maghreb, c'est que les toutes premières, en tout cas, sont toutes des femmes juives qui sont donc autochtones elles-mêmes ou descendantes d'autochtones. J'entends par autochtone évidemment le fait d'être issues d'une famille qui était là avant avant les colons français. Alors c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on peut dire qu'elles sont pourtant face à une, pardon pour l'expression, mais face à une double virilité, qui est déjà la virilité des cultures qui sont en présence dans ces territoires, et la virilité aussi coloniale, entre guillemets, puisque évidemment l'administration, par exemple, coloniale, enfin toutes les fonctions importantes coloniales sont détenues par des hommes, et que le monde colonial est avant tout un monde d'hommes qui se présente comme un monde qui repose sur la force. En plus, ces femmes, finalement,
s'émancipe complètement en dehors, on pourrait dire, de la politique du colonisateur, puisque si la question de la citoyenneté des Juifs a fait couler beaucoup d'encre, on peut dire, au Maghreb, en particulier en Algérie, il est évident qu'il n'y avait pas une politique de la part du colonisateur d'émanciper en particulier les femmes. Et d'ailleurs, ces femmes-là vont s'émanciper hors de la citoyenneté, puisqu'elles ne sont pas citoyennes, elles vont s'émanciper donc professionnellement par le biais de l'avocature. Pourquoi ? Parce que pour être avocat, il n'est pas nécessaire d'être citoyen. Ça ne veut pas dire qu'on peut être étranger, mais il n'est pas nécessaire d'être citoyen, ce qui pose pas de problème juridiquement, puisque vous savez que quand vous êtes protégé au sujet, vous pouvez être français sans être citoyen. Alors comment expliquer que ces femmes se soient émancipées ? Alors, ce sont des pistes, évidemment, que je vais vous présenter pour commencer. Et pour répondre à cette interrogation, j'ai privilégié, pour l'instant, on va dire, trois directions. J'ai commencé en cherchant une éventuelle communauté sociologique entre ces pionnières au Maghreb et les pionnières métropolitaines qui les précèdent de quelques années seulement. Je me suis après interrogée, évidemment, sur le rôle potentiel de la judéité, puisqu'elles sont toutes juives. Il y a peut-être une raison. Et enfin, je me suis interrogée sur comment leur émancipation s'est traduite dans les faits, en fait, à quoi elles étaient confrontées, qu'est-ce que c'est s'émanciper professionnellement. Alors, je vous le disais, d'abord, première piste, y a-t-il une communauté sociologique ? Donc, pour comparaison, il faut savoir que les premières avocates en métropole, on les trouve au tout début du XXe siècle. La première qui prête serment, c'est Sophie Balachowski-Petit, mais ce n'est pas la plus connue. La plus connue, évidemment, c'est Jeanne Chauvin, parce que c'est elle, aidée en réalité par son frère, ce que l'historiographie oublie un petit peu, qui à l'époque était, qui était à la fois député, radical socialiste, professeur de droit et avocat, qui va réussir, après un premier échec, qui va réussir à convaincre plusieurs députés, parmi les plus fameux, Bourgeois, Viviani, etc., à faire passer une loi pour que les femmes puissent accéder à l'avocature. Elle va donc y parvenir. La loi passe à l'Assemblée en 1899 et elle est ratifiée par le Sénat en novembre 1900. Les toutes premières avocates en métropole, à la suite donc de Jeanne Chauvin et de Balachowski-Petit, ça va être Agathe Divrand-Thévenin, enfin en tout cas pour les plus célèbres, qui prête serment en 1907, Maria Véron en 1908, Suzanne Greenberg en 1909, puis arrivera ensuite une autre génération, plutôt dans les années 20, avec Yvonne Netter, Suzanne Dreyfus-David, Marcel Kremerbach et Yvonne Tellman. Alors, si on les compare à nos avocates, c'est-à-dire, on va dire Blanche Azoulay, qui prête serment pour l'Algérie en 1908, Juliette Smadja, et je vais intégrer aussi Lisanon, même si elle arrive plus tard, donc à la sortie de la Première Guerre mondiale, et Hélène, donc pour la Tunisie, et Hélène Cazès Benatar pour le Maroc, qui elle est plus tardive, qui arrive à la fin des années 20, début des années 30, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre de points communs entre ces femmes ? En réalité, ce qui les caractérise toutes, c'est plutôt, on va voir, c'est la diversité de leur profil. Ce sont des femmes qui ont des origines sociales assez diverses, même si au moment où elles deviennent avocates, elles font partie plutôt de la bourgeoisie, enfin majoritairement de la bourgeoisie moyenne, qu'elles soient intellectuelles ou, on va dire, économiques. Voilà, quand je dis qu'elles font partie de la bourgeoisie moyenne, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de besoin pour vivre, financier pour vivre. D'ailleurs, Maria Véron est alors divorcée et elle fait ce métier aussi pour gagner sa vie et nourrir ses enfants. Donc, voilà, on peut dire qu'il y a quand même une diversité, en tout cas, de leurs origines sociales. Il y a une diversité aussi de leurs origines géographiques, puisque Blanche Azoulay vient de Constantine, Juliette Smadja et Lisanon viennent de Tunis, par contre, mais Hélène Cazès Benatar est d'abord passée par Tanger, puis Casablanca. Pour les métropolitaines, on a le même cas, une qui vient de banlieue parisienne, une d'Orléans, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra y revenir dans les questions, mais on a cette diversité. Alors, elles ont peut-être un point commun, c'est que très majoritairement, elles ont quelqu'un dans leur famille, en tout cas, qui est dans le milieu judiciaire. Alors moi, je suis très prudente avec les questions de reproduction sociale. Je suis d'autant plus prudente avec les questions de reproduction sociale dans ce cas qu'on n'est pas dans une là, c'est plutôt la reproduction professionnelle que sociale, d'ailleurs. On n'est pas dans un cas de lien père-fils, mais bien dans un lien père-fille où évidemment les rôles attribués ne sont pas du tout les mêmes. Le rôle attribué à la femme, comme ma collègue l'a souligné tout à l'heure, est plutôt évidemment d'être une bonne épouse et de bien éduquer ses enfants, en tout cas dans un certain sens.
Alors, par contre, je retiens quand même cet élément parce que je pense que psychologiquement, ça donne peut-être à ces femmes, enfin, ça rend concret en fait ce qu'est être dans le milieu judiciaire et finalement, psychologiquement, ça rend sa réalisation possible. C'est pour ça que je le souligne quand même. Alors, si on voit que bon, ces éléments ne sont pas déterminants, on ne peut pas dire qu'il y a une figure de l'avocate, vraiment. Par contre, il faut bien avouer que quand on regarde que les maghrébines, les premières sont toutes juives. Alors, est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est dans leur judéité qu'il faut trouver un critère de leur émancipation? Alors là, tout de suite, je vais être prudente, il ne s'agit pas du tout de faire une quelconque essentialisation, mais de se demander si... Enfin, de s'interroger plutôt sur les marqueurs de l'émancipation pour une partie de la population juive. Et est-ce que ce ne sont pas ces marqueurs qui se sont traduits par cette émancipation? Ça interroge, parce qu'évidemment, on est dans un milieu patriarcal. Ça interroge aussi parce que le Maghreb, finalement, n'est pas aussi un bloc homogène. Et on peut se demander s'il n'y a pas eu des contextes propres, sinon constitués en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Alors, la question du patriarcat, bon, c'est un peu une question de tarte à la crème pour le coup, parce qu'évidemment, là, vous êtes dans une situation où toutes les cultures qui se côtoient sont patriarcales. Et d'ailleurs, quand vous lisez les juristes français de l'époque, certains plus lucides ou plus honnêtes vous disent que finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre le droit musulman et le droit français. Alors, il faut chercher l'explication finalement peut-être ailleurs pour expliquer comment ce dépassement s'opère, ou en tout cas, c'est peut-être pas un dépassement, mais on va dire ce pas de côté. Et alors, ce pas de côté, il s'opère peut-être à la fois en alliant le contexte et, on va dire, l'encouragement individuel, en liant l'histoire du Maghreb et en liant ce que peut être l'histoire des individus, l'histoire personnelle. L'histoire du Maghreb, et là je ne vais prendre que l'Algérie et la Tunisie parce que c'est un peu plus compliqué pour le Maroc et puis on est dans une autre logique, c'est plus tardif. C'est évident, je ne veux pas revenir sur ça, mais c'est à la fois une histoire qui est liée aux tribunaux eux-mêmes, au métier d'avocat, et une histoire qui est liée à la question de l'émancipation. En Algérie, c'est l'émancipation massive des Israélites, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé avant le décret Crémieux lui-même, etc. Ça fait que l'accès à la citoyenneté facilite, bien sûr, l'accès dans les écoles. Pour le côté plus judiciaire, on va dire, c'est la disparition des tribunaux israélites, ce qui fait qu'on va vers d'autres professions judiciaires, et c'est le rôle des liens qu'il peut y avoir aussi dans les familles avec la métropole. Ces liens avec la métropole, c'est la même chose en Tunisie, même s'il y a la question des Juifs livournais, donc ça s'organise différemment, n'empêche que ces liens existent aussi. C'est le rôle de l'Alliance universelle, bien sûr, là pour l'instruction. C'est le fait qu'il existe déjà en Tunisie une élite judiciaire importante, déjà sous l'Empire ottoman et qui perdure bien sûr après. C'est l'importance de la langue, évidemment, puisque en Tunisie, les avocats israélites sont ceux qui connaissent à la fois l'arabe et le français, donc ceux qui arrivent à plaider dans les différents tribunaux. Et là aussi, c'est le rôle d'un certain idéal assimilateur. Alors souvent en Tunisie, on dit que c'est plutôt l'influence du risorgimento, mais là, on va s'apercevoir que dans ces cas précis, en tout cas quand cette influence existe, ça peut passer aussi par une autre vision de l'assimilation. Et c'est là où s'opère finalement ce qui peut être un contexte global et comment on en arrive à l'émancipation des femmes. Je vais donner le cas de Juliette Smadja, donc en Tunisie. C'est par l'encouragement individuel aussi qu'elle parvient à être avocate. On va dire même que c'est plus que l'encouragement individuel. Elle est poussée clairement par son père. Et son père, Mardoché Smadja, est imprégné des idéaux de la Révolution française. Il milite d'ailleurs de façon très ardente pour l'émancipation des Juifs tunisiens. Pour lui, l'émancipation, en fait, c'est le rapprochement avec la culture française par le biais de la citoyenneté, etc. Donc on voit comment il peut y avoir ce passage. Alors là, je ne parle pas du rôle des mères, mais je ne les oublie pas, même s'il est plus dur souvent à découvrir, mais on peut y revenir éventuellement pour les questions. Alors, c'est intéressant parce que le fait que finalement ça soit passé par ce type d'histoire, cette émancipation, ça explique peut-être que ces femmes voient l'avocature, ces premières femmes, elles voient l'avocature avant tout comme un métier plutôt que comme un moyen de défendre une cause qui serait celle du féminisme, ce qu'on perçoit beaucoup plus chez les métropolitaines.
Alors voilà à peu près pourquoi, enfin en tout cas des pistes. La question évidemment c'est comment on arrive à cette émancipation dans la pratique. Et là on voit un certain nombre de difficultés à surmonter qui sont d'une part les études, ensuite là, dans l'accès à la profession et bien sûr le fait de rester avocate tout simplement. Alors dans les études, on l'a vu tout à l'heure, l'alliance est éventuellement une solution, mais il faut savoir qu'elle s'arrête à un certain niveau et qu'après, évidemment, les écoles ne sont pas nécessairement ouvertes aux femmes. Et puis, elles subissent un préjugé plus général, qui est que les femmes ne font pas d'études plus longues, on va dire, puisqu'elles sont censées devenir des mères de famille, etc. D'ailleurs, il faut savoir que Juliette Madja, si elle arrive à passer le baccalauréat, à avoir une préparation au baccalauréat et ensuite à le passer, c'est parce qu'il y a la fille du résident à la petite à ce moment-là qui doit elle-même passer son bac. Et donc, on ouvre une préparation au baccalauréat pour elle, mais il faut au moins deux élèves. Et grâce à ça, elle peut en tout cas bénéficier de la préparation. Bon, je ne vais pas non plus m'apesantir, mais vous avez bien compris l'idée. Les deuxièmes difficultés, évidemment, elles sont dans l'accès à la profession, elle-même. Et alors là, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas vraiment, enfin, on a des difficultés d'accès qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on retrouve pour d'autres catégories de population, comme par exemple les sujets musulmans, parce qu'il y a une loi qui existe, donc cette fameuse loi de 1900. Donc légalement, les femmes ne sont pas barrées véritablement dans l'accès à la profession d'avocat, ce qui ne va pas être le cas des sujets musulmans, qui eux, bien qu'ils bénéficient d'une jurisprudence, la Cour d'appel a été sur ça très, une jurisprudence qui leur est favorable, c'est-à-dire que les sujets musulmans ont le droit d'être avocats, vont batailler encore en 1913 pour que ce droit leur soit reconnu. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'en 1913, quand l'avocat Émile Larcher défend le dossier, il prend l'exemple des femmes pour dire, vous voyez, les mineurs, les femmes, donc les incapables, bref, ont le droit d'être avocates, c'est normal que les indigènes le soient aussi. Et d'ailleurs, il reprend plusieurs des arguments qui ont été évoqués au moment de la loi de 1900. Les femmes, elles vont être confrontées à d'autres difficultés, enfin à d'autres préjugés, on va dire, qui ne sont pas tant sur leur capacité culturelle, parce que c'est ça qui est reproché souvent aux musulmans, mais qui est plutôt sur, et on rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, leur capacité naturelle. C'est-à-dire qu'on considère que les femmes n'ont pas physiologiquement, en fait, ne font pas physiologiquement le poids pour être avocate. Pourquoi ? Parce que pour être avocate, il faut pouvoir travailler de façon intense et longtemps, et puis il ne faut pas être hystérique, en bref. Voilà, première chose, hein, oui. Mais un des autres arguments aussi, c'est que les femmes, finalement, elles sont très bien dans des questions de sentiments, de choses comme ça. Mais cet argument, il va être récupéré par ces femmes, c'est assez intéressant, et finalement, elles vont l'utiliser parce qu'elles vont dire, on est plus apte que les hommes à plaider quand il s'agit de mineurs, on est plus apte que les hommes à plaider quand il s'agit de femmes, etc. Donc c'est un argument qui va finalement être retourné, on peut dire, contre le système. Et d'ailleurs, les avocats dont on parle ici vont toutes, en général, commencer précisément sur des affaires, c'est le cas de Blanche Azoulay par exemple, où elle plaide en faveur, aux assises d'ailleurs, de la femme d'un reseller, c'est vrai de Juliette Madja, etc. Donc ça devient une véritable stratégie de leur part. C'est une stratégie des clients aussi. Parce que quand Béatrice Azoulay et Juliette Madja commencent à plaider, vous lisez la presse de l'époque et on vous dit bien qu'il s'agit d'un spectacle où on est obligé, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, hein, les gens viennent assister au spectacle précisément. Donc je vous le disais, c'est en ce sens aussi une stratégie des clients. D'ailleurs, Juliette suscite à la fois l'admiration et la réprobation parce qu'elle avait fait gagner une femme qui a tué son bébé parce qu'elle n'a plus de mari. Blanche défend, je vous le disais, lors d'une de ses premières plaidoiries, la compagne d'un reseller. Mais aucune de ces femmes ne va se cantonner en fait à ce registre, et elles vont aussi faire preuve de ce qu'on pourrait appeler les attributs virils de l'avocat. Alors, je vous dis les attributs virils de l'avocat parce que nous ne nous y trompons pas. Il y a d'abord la façon de plaider. D'ailleurs, on dit un ténor du barreau, c'est pas pour rien. Il y a la question de la voix, etc. Tous ces arguments physiologiques sont évoqués, en fait, par les détracteurs.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont finalement inventer des nouvelles façons de plaider. En tout cas, elles vont s'adapter. On le voit, elles privilégient la clarté de l'exposé plutôt que les effets de manche. Ça ne les empêche pas non plus d'avoir un style très vif, ce qui est le cas de Lisa Non. Et d'autre part, elles vont montrer qu'elles ont ce qu'on pourrait dire l'attribut de l'avocat, ce qui en fait véritablement l'avocat, c'est qu'elles vont toutes aller plaider aux assises, c'est-à-dire là où évidemment il faut avoir les nerfs les plus solides et où l'art oratoire doit être le meilleur. Elles vont donc toutes plaider aux assises et même devant les tribunaux militaires, que ce soit Blanche Azoulay et Juliette. Et d'ailleurs, elles sont relativement demandées. C'est vrai également pour la métropole. Alors voilà pour accéder. Et enfin, pour rester avocate, évidemment, là, la question qui se pose immédiatement, qui est d'ailleurs une question qui reste toujours d'actualité dans beaucoup de professions, est comment être avocate tout en ayant une vie de famille. Est-ce que la profession est compatible avec la vie de famille? Alors là, on a aussi finalement des parcours qui sont relativement différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est clairement dans des parcours qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres catégories professionnelles, parce qu'à la même époque, là où les femmes entrent dans l'administration, c'est surtout au ministère du Travail, où elles atteignent des postes assez élevés. La plupart de ces femmes, des études qui ont été faites, la plupart de ces femmes sont des célibataires. Chez les avocates, on n'est pas du tout dans ce schéma. La plupart vont être mariées, ou si elles sont célibataires, c'est qu'elles sont divorcées ou veuves, ou elles vont se marier. En tout cas, on n'est pas dans ce schéma de la femme célibataire, peut-être un peu caricatural. Le bilan sur nos maghrébines, c'est que les deux qui vont faire véritablement carrière longtemps, ça va être Lisa Non et Hélène Cazès Benatar. Lisa Non a été mariée très peu de temps, on va dire, et devient avocate. Bon, après, elle vit sa vie de façon libre, on va dire. Hélène Cazès Benatar était mariée, elle est veuve, mais elle a fait en 1939, mais elle a fait sa profession avant, elle continue après, sans problème. Donc, on a une partie qui arrive finalement à concilier les deux de façon différente. Et puis, de l'autre côté, on a Juliette et Béatrice qui, elles, vont s'arrêter, par contre, à la naissance de leur enfance, juste après le mariage ou naissance de l'enfant. Mais pareil, il ne faut pas caricaturer les choses parce qu'en réalité, il est possible que d'autres éléments expliquent aussi cet arrêt de l'avocature. Pour Juliette Smadja, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sa vie a été relativement compliquée parce qu'elle a dû être chef de famille pendant la guerre, etc. Et finalement, elle s'est mariée très tard. Et ce mariage très tardif a été un véritable traumatisme pour elle, d'ailleurs, qui est évoqué dans la famille. Cette idée qu'elle aurait pu ne pas trouver de mari, ne pas s'épanouir en tant qu'épouse, etc. Donc finalement, on ne peut pas dire que, pour elle, ça n'arrête pas son émancipation. D'ailleurs, elle continue de temps en temps à collaborer, donc de façon ponctuelle, dans le cadre du milieu judiciaire. Pour Blanche Azoulay, sa famille évoque le fait qu'elle s'est mariée à un sous-préfet, qui est devenu après préfet, etc. Et donc il était difficile d'être avocate en suivant évidemment ce type de fonctionnaire. Toutefois, il faut savoir que son frère, qui était avocat et qui est celui qui l'a vraiment poussé, qui l'a aidé, c'est grâce à lui qu'elle a pu plaider la première fois en assises, est mort juste à cette période-là. Et c'est toujours pareil, on peut se demander jusqu'à quel point des arguments contextuels ne sont pas aussi rentrés en compte. Et bien sûr, il y a la question pécuniaire qui joue, parce qu'il faut savoir qu'on le voit bien dans le témoignage de Juliette Smadja, ce qu'elle fait, c'est surtout de l'assistance judiciaire. C'est pareil pour Béatrice Azoulay au départ, c'est pareil pour Lisa Non. Et d'ailleurs, Juliette Smadja dit que le cadre de l'assistance judiciaire, ça lui rapporte à peine ce que lui coûtent les déplacements. Donc il y a une vraie question qui se pose de pécuniaire. Alors en conclusion, ce qui est assez intéressant dans ces femmes, c'est que finalement, elles renversent un certain nombre d'évidences. Des évidences mineures, on va dire, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais se pose la question des distances. On peut se dire que ces femmes, elles n'ont pas aussi accès à certains enseignements comme l'université, etc. Mais quand on peut se demander donc comment elles ont accès à l'enseignement supérieur puisqu'elles sont loin. Il est vrai qu'il y a la fac d'Alger, mais elle n'est pas non plus tout près. Et en fait, on se rend compte que ces distances, elles sont abolies, ce qui est assez étonnant quand on traite des colonies. On est toujours dans ce problème des distances qui sont plutôt un frein. Elles sont abolies parce qu'en fait, l'université
l'université a déjà mis en place tout un système qui fait que vous pouvez faire vos études à distance, etc. Ce qui est intéressant, c'est que leur émancipation, elle commence avant la Première Guerre mondiale, alors que l'historiographie s'accorde en général pour vous dire que l'émancipation des femmes, c'est surtout la post-Première Guerre mondiale, puisque les femmes ont travaillé, etc. Je ne nie pas qu'il n'y a pas eu un mouvement d'ampleur, n'empêche, leur histoire commence avant. Donc cette émancipation, elle est pré-Première Guerre mondiale, et elle nous invite à lire un peu différemment l'émancipation des femmes. Elle est particulièrement intéressante aussi parce qu'elle s'inscrit dans une autre histoire de la citoyenneté. Quand vous lisez évidemment tout ce qui concerne la question de la citoyenneté dans les colonies, vous êtes toujours sur les mêmes schémas. Alors ça montre que la question de l'émancipation, là, se fait en dehors complètement, il y a bien sûr des liens toujours, mais enfin, elle se fait quand même en dehors de la question de la citoyenneté au sens du droit de vote, et que ces femmes vont d'ailleurs réinvestir d'autres formes de citoyenneté, puisque Lisa Non, pendant la guerre, va œuvrer en faveur des Juifs, etc. Et c'est également le cas de Hélène Gazès-Benatar qui va avoir un rôle très important pendant, et surtout après la guerre, où elle va participer à toute la question du sionisme et du départ des Marocains vers Israël. Voilà, je vous remercie. Très bien, donc nous allons reprendre. Et je vais tout de suite donner la parole à Madame Mbarek, qui va nous parler donc d'un d'un individu, le rabbin Raphaël Arditi. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser que vous étiez de l'Université de la Manouba de Tunis, comme beaucoup de nos collègues. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je veux d'abord remercier le comité scientifique et le comité d'organisation de ce colloque de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un personnage que personnellement je trouve sympathique et intriguant, qui est le rabbin Raphaël Arditi. Alors, je vais commencer par cet extrait du journal L'Égalité. Le gouvernement tunisien, qui s'est toujours opposé à la création d'un consistoire, viendrait enfin à composition, n'ayant pas trouvé suffisamment malléable et le grand rabbin, et M. Guez, et M. Valenzi, et M. Boulakia, peu soucieux d'enfreindre les rites et les traditions de leurs commettants. Et à qui le gouvernement s'adresse-t-il pour cela? À un vague scribe du secrétariat général attaché au service de M. Gadra, à un rabbin trop libéral, à un sieur Raphaël Arditi, ancien pion à l'Alliance, arriviste, forcené, mais qui n'étant pas juif tunisien, ne saurait parler au nom des juifs tunisiens. Quelque sympathie qu'il est au sein d'un clan minoritaire de perturbateurs et de prétendus notables au passé lourd de fautes et d'erreurs. C'est en ces termes que le journal L'Égalité du 22 mars 1920 décrivait le rabbin Arditi en réaction au bruit répandu par le journal La Tunisie française concernant la décision des autorités de créer un consistoire en Tunisie avec la participation de ce rabbin. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter autant d'animosité? Qui est cet Arditi qui s'est attiré les foudres de la communauté juive tunisienne? Beaucoup d'entre vous le connaissent à travers ses articles sur l'ancien cimetière de l'avenue Rustan. Mais on ne connaît pas d'une manière approfondie le rôle qu'il a joué au sein de l'administration du protectorat et ce que c'étaient ses relations avec les membres de la communauté. Rodolphe Raphaël Arditi a travaillé d'abord en tant qu'instituteur dans les écoles de l'Alliance, puis comme attaché à la direction de l'intérieur chargé des affaires israélites. Il s'est introduit dans la vie de la communauté juive tunisienne en tant que membre en prenant part à son quotidien, ses fêtes, ses funérailles, mais aussi comme observateur extérieur en notant son dysfonctionnement et son archaïsme et en proposant ce qu'il pensait être les solutions idéales pour la faire progresser. Mais qui est le rabbin Arditi? Je vais commencer par vous donner quelques éléments de biographie. Rodolphe Raphaël Arditi est né le 10 mai 1873 en Bulgarie, à Choumen. Le nom de famille Arditi vient de l'italien et signifie hardi. Il était très répandu chez les communautés séfarades d'Orient, en Bulgarie, Roumanie et Turquie. Il a dû fréquenter l'école de l'Alliance de Choumen, créée en 1869. Étant certainement
Un élève brillant, il fut envoyé en 1892 pour continuer sa formation à l'École normale israélite orientale de Paris. Il n'y séjourna qu'une année, puis à partir de 1893, il intégra le séminaire israélite à Paris, d'où il est sorti rabbin. C'est certainement lors de son passage dans ce séminaire qu'il a connu pour la première fois le grand rabbin de France et du consistoire central, Zadok Khan. Arditi avait une affection particulière pour ce rabbin. D'ailleurs, il lui consacra un fervent hommage dans l'introduction de son livre « Recueil des textes législatifs et juridiques concernant les Israélites de Tunisie ». Il rejoint les écoles de l'Alliance en tant qu'instituteur, d'abord en Égypte, à partir d'octobre 1898, puis il débarqua en Tunisie le 22 octobre 1899. Il s'est marié à une juive parmi les Touensa, dénommée Mademoiselle Taïb, vers 1901, et il habitait rue Maltasrira, tout près de l'école de l'Alliance. Sa carrière au sein des écoles de l'Alliance en Tunisie fut très agitée. À plusieurs reprises, il se disputa avec ses collègues, que ce soit à Tunis ou à la ferme école de Jdaïda, et il menaça à maintes fois de quitter son poste. Arditi n'avait pas la nationalité française, il l'a obtenue en février 1906. Durant sa carrière de professeur, il publia en 1904 un manuel sur l'enseignement de l'hébreu. Il fut nommé en octobre 1906 grand rabbin de la circonscription consistoriale de Tlemcen. Il quitta alors les écoles de l'Alliance en décembre 1906. Il occupa cette fonction jusqu'en 1912. De retour à Tunis, il a obtenu le poste d'attaché à la direction de l'Intérieur en 1914, fonction qu'il garda jusqu'aux années 30. Dès son arrivée en Tunisie, Arditi s'est introduit dans les réseaux des intellectuels de personnalités françaises de la société coloniale. Ça, c'est la tombe du rabbin Arditi au cimetière du Bourgel. Dès son arrivée, donc j'ai dit qu'il s'est introduit dans les réseaux des intellectuels et des personnalités françaises de la société coloniale. Il fut membre actif de l'Institut de Carthage. Il était très proche de Sève Vassel, premier rédacteur en chef de la Dépêche tunisienne et historien de la littérature judéo-arabe tunisienne. Il avait des correspondances avec le baron d'Erlanger sur la musique liturgique judaïque et avec Paul Coquelaire sur des objets juifs cédés au musée du Bardo. Et là, c'est cette koutuba. Elle était offerte au musée du Bardo par le rabbin Arditi. Vous voyez là la note envoyée à Coquelaire et c'est marqué sur l'arrière du koutuba don de M. Arditi. Arditi participait aussi à la vie sociale et religieuse de la communauté juive de Tunis, mais surtout celle de la communauté livournaise. Il donnait la bénédiction nuptiale dans les mariages, les prières, des éloges funèbres, etc. Il a initié la cérémonie de majorité religieuse pour les filles. Monsieur Nataf vient de m'indiquer maintenant qu'il était aussi un grand défenseur de l'égalité entre les filles et les garçons. Décédé en 1936, il fut inhumé au cimetière du Bourgel. Paul Sebag considère que ce personnage a inspiré et préparé les principales dispositions de l'administration du protectorat relatives à l'organisation du culte israélite. Au cours des recherches doctorales que j'ai effectuées sur le patrimoine judéo-tunisien, j'ai pu collecter un nombre assez important de rapports, de notes, d'articles et d'ouvrages rédigés par le rabbin Arditi. L'étude de ce corpus m'a permis de constater que son parcours était étroitement lié à plusieurs polémiques et débats concernant la réforme du judaïsme tunisien, question qui a toujours été traitée par beaucoup de prudence de la part des autorités françaises. Et je vais insister aujourd'hui que sur deux aspects. D'abord, la réforme du judaïsme tunisien à la française, notamment la question d'avoir un rabbin français en Tunisie et la création d'un consistoire. Et le deuxième point, c'est l'édification d'un temple israélite pour l'essor du judaïsme tunisien. Là, c'est une lettre envoyée par Arditi à Salomon Renaïch en 1902. Aussi, il avait des correspondances avec plusieurs personnalités. Alors, en ce qui concerne l'organisation du culte israélite tunisien à la française, l'idée de la création d'un consistoire en Tunisie n'est pas une idée du rabbin Arditi. Elle remonte aux premières années de l'établissement du protectorat, plus exactement à 1885.
Suite à une réunion de 300 notables israélites le 17 octobre 1885, 15 membres ont été mandatés pour préparer un projet de statut du consistoire des Israélites de Tunis. Une fois approuvé par cette assemblée, il semblerait que ce statut avait eu aussi l'approbation du secrétariat général du gouvernement le 21 décembre 1885. Mais suite aux émeutes juives qui ont suivi, là, vous avez une copie de ce projet conservée aux archives nationales tunisiennes. Mais suite aux émeutes juives qui ont suivi la promulgation du décret de 20 mars 1896, relatif à l'inhumation des morts, l'administration a abandonné le projet de la réorganisation de la communauté et elle a opté pour un décret réorganisant la caisse de bienfaisance et de secours et de bienfaisance. Le projet de consistoire sera évoqué puis abandonné à maintes reprises. Il sera souvent associé à la proposition d'avoir recours aux rabbins français pour moderniser le judaïsme tunisien. Question à laquelle M. Nataf a consacré un article qui s'intitule « Le grand rabbin Zadok Khan et le protectorat français en Tunisie ». L'idée même du consistoire, appliquée en Algérie, était perçue par les Juifs Touensa comme une nouvelle manière de faire perdurer la suprématie des Livournais dans le contexte colonial. C'est pour cette raison que jusqu'aux années 30, ce projet a été rejeté par les uns et réclamé par les autres. Ne faisant pas partie des priorités des autorités coloniales, la réorganisation du judaïsme tunisien a été souvent ajournée pour plusieurs raisons qui sont connues, genre ça va donner de la priorité aux Juifs par rapport aux Tunisiens, c'est les Livournais qui initient ce genre de projet et c'est en grande partie des Italiens, donc c'est les Italiens qui veulent dominer la communauté, etc. Quel rapport entre le rabbin Arditi et tous ces événements qui ont précédé son arrivée à Tunis? En fait, Arditi était très proche des notables livournais. Il partageait leurs projets pour la réforme des institutions communautaires et il comptait sur leur soutien pour son projet tant convoité, celui de devenir le grand rabbin de la Régence. Après sa nomination à Tlemcen en 1906, Arditi n'a pas complètement coupé les ponts avec la Tunisie. La Régence française est devenue son second pays d'adoption après la France. En mai 1908, il s'est entretenu avec le secrétaire général du gouvernement tunisien à propos du rôle que peut jouer un grand rabbin français en Tunisie. À la date de 2 juin 1908, il lui adresse une note explicative détaillant sa vision de ce projet, accompagnée d'une demande d'appui pour l'obtention de ce poste. N'obtenant pas de réponse, Arditi envoie un autre courrier au secrétaire général du gouvernement tunisien à la date du 5 novembre 1908. L'avis du Bernard Roy sur cette lettre était le suivant. Je cite « Il ne paraît pas opportun pour le moment de poursuivre ces démarches. Le gouvernement ne perd pas cette question de vue, mais le moment n'est pas encore venu de réaliser ces réformes. » Voilà. Arditi se voit contraint d'abandonner ses projets momentanément, mais les adeptes de la modernisation de la communauté n'abandonnent pas les tentatives pour faire venir un rabbin français en Tunisie. Et il adresse en 1914 une pétition au grand rabbin de France, Alfred Livy, lui demandant l'envoi d'un grand rabbin français en Tunisie. Reportée et défendue par la justice, journal à tendance réformatrice, cette pétition et ses auteurs ont été attaqués par le journal judéo-arabe Sabeh, qui était un journal à tendance conservatrice. En ce qui concerne les autorités, elles ne se mêlent pas à ces problèmes intercommunautaires et ne prennent pas de décisions relatives à ces questions, n'étant pas toujours à l'ordre du jour. Le 23 juin 1917, le grand rabbin de Tunisie, Ilyes Ozira, est décédé. Le lendemain de sa mort, Arditi a entamé une campagne de lobbying auprès de plusieurs personnalités en France et en Tunisie pour convaincre de sa candidature au poste de grand rabbin. Cette information répandue au sein de la communauté juive de Tunis était accueillie par une opposition très énergique. Jacob Cohen, sur les colonnes de son journal judéo-arabe Sabeh, et Joseph Cohen Ganouna dans son journal tunisien ont consacré plusieurs articles à cette question et ont clairement exprimé le mécontentement, c'est clair,
de la majorité des Juifs de la nomination d'un rabbin étranger à la tête du judaïsme tunisien. Finalement, les autorités étaient enclines à choisir le maintien du statu quo et c'est le rabbin Israël Zitoun qui fut nommé au poste de grand rabbin. En 1920, le projet de création de consistoire a refait surface et Arditi était chargé d'en préparer le décret. Une nouvelle campagne médiatique s'est déclenchée alors contre ce projet, mais surtout contre Arditi en personne dans les journaux à tendance conservatrice. Et vous voyez là toutes sortes d'articles qui ont été rédigés contre le projet et contre Arditi en personne. Ne voulant pas s'en prendre directement aux autorités françaises, ces journaux préféraient s'attaquer à cet étranger et au groupe qui le soutient. En tout cas, le projet de consistoire israélite en Tunisie ne verra jamais le jour. En 1921, à la suite du décès du grand rabbin Israël Zitoun, la même polémique s'est reproduite quand le nom d'Arditi est proposé comme candidat potentiel. Une campagne médiatique contre est menée par le journal L'Égalité. Et finalement, c'est Moshe Sitruk qui est devenu le grand rabbin de Tunisie, poste qu'il occupa jusqu'en 1927. Les tentatives d'Arditi ont été avortées. Pourtant, il avait un projet pour la communauté juive, un projet qui consistait surtout dans la formation des rabbins selon des méthodes modernes et l'éducation religieuse et morale de la communauté. Ces ambitions étaient partagées par une large frange des juifs tunisiens. Pourquoi alors se sont-ils acharnés contre lui ? Au-delà de l'argument toujours évoqué qu'il était étranger et qu'il ne connaissait pas les coutumes des juifs tunisiens, le projet d'Arditi était considéré comme une ingérence dans les affaires de la communauté et une menace à son autonomie. Il fallait donc le déjouer à tout prix. Le deuxième point dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'édification d'un temple pour l'essor du judaïsme tunisien. La réforme du rabbinat était associée dans le projet modernisateur du rabbin Arditi à l'édification d'un temple israélite, c'est-à-dire à une synagogue, et je cite, « digne de son nom pour la célébration du culte ». Notre collègue Dominique Jarassé a consacré une étude à la naissance et aux usages du temple israélite. En effet, l'usage de ce terme est issu du contexte de l'émancipation des Juifs en Europe au XIXe siècle. Toujours selon Jarassé, je cite, « cette appellation se rencontre dans tous les pays où les Juifs sont émancipés et intégrés. Il est donc tout à fait logique que le rabbin Arditi, produit de la France napoléonienne et des écoles de l'Alliance israélite, soit un fervent défenseur de ce projet. L'édification d'un temple pour les Israélites de Tunisie est une idée antérieure à l'établissement du protectorat et à l'arrivée du rabbin Arditi en Tunisie. Elle remonte à peu près aux années 1871. Il a fallu à ce projet plusieurs décennies pour voir le jour, à cause de lourdeurs administratives, manque de moyens financiers, problèmes de gestion, etc. Durant son mandat en tant qu'attaché au ministère de l'Intérieur, Arditi était consulté pour donner son avis sur différents aspects qui touchent ce projet. Il a pu en suivre l'exécution et en donner avis et recommandations. À titre d'exemple, quand la Direction générale des finances s'est opposée en 1926 à l'achat d'un nouveau terrain pour l'édification de la synagogue, vu que le premier était impropre à la construction, Arditi a défendu la position du Conseil de la communauté et a expliqué comment cette opposition n'était pas justifiée. Et vous avez là plusieurs remarques rédigées par Arditi et notes en faveur des demandes du Conseil du Conseil de la communauté. En 1934, Arditi avait émis aussi un avis favorable pour l'organisation d'une loterie par le Conseil de la communauté dont les bénéfices seront alloués à l'achèvement de la construction de la grande synagogue. En gros, Arditi était favorable à toute proposition ou démarche qui contribuerait à la réalisation de ce projet et à sa finalisation. Parmi les rares objections qu'il a émises, il voulait s'assurer que le plan de la synagogue prévoit des agencements similaires aux synagogues européennes. Dans une note datée du 10 novembre 1932, Arditi explique l'importance de ce projet. Voilà la note. Émet le souhait d'avoir l'avis de la direction des antiquités et des beaux-arts sur l'aspect esthétique de monuments, mais surtout, il émet des doutes
concernant l'adaptation du plan élaboré avec certains éléments d'une grande importance selon lui, comme par exemple l'emplacement d'un orgue, une salle de bibliothèque. Vous avez là tous les points énumérés. Il y a un appartement pour le grand rabbin. Oui, il y a un appartement effectivement un appartement pour le grand rabbin et sa famille. L'assistance du rabbin Arditi sur ces éléments qui touchaient le déroulement des cérémonies et le rôle même de la synagogue provient de sa conviction qu'ils sont susceptibles de modifier le comportement des fidèles. Et ils répondent, je cite, là c'est un extrait du rapport, aux prétentions des nouvelles générations qui abandonnent les anciennes pratiques et désirent voir adopter celles qui admirent auprès de leurs corréligionnaires d'Europe. Le Conseil de la communauté n'a pas manqué de répondre à ces remarques en indiquant que la synagogue sera effectivement construite sur le modèle des temples similaires les plus récents d'Europe. Ces propos expriment parfaitement la situation de la communauté israélite tunisienne entre les deux guerres qui aspiraient à un changement de statut à l'image de la communauté israélite de France, aussi bien par l'accès à une instruction moderne, l'intégration des mœurs, costumes et pratiques du colonisateur, qu'en habitant les nouveaux quartiers européens et en édifiant des lieux de culte qui apportent les marques de cette émancipation et modernisation. Sur ce chapitre, les projets d'Arditi et ceux de la communauté se sont croisés. Malgré les efforts qu'il a déployés pour la réussite de ce projet, Arditi est décédé en 1936, avant l'ouverture officielle de la synagogue en décembre 1937. Et pour conclure, je dirais que malgré ses projets et ses efforts pour se rapprocher de la société juive tunisienne, Raphaël Arditi n'a suscité que méfiance et rejet. Il exprimait par ses choix politiques et de gestion du culte les ambitions françaises sans cesse reportées à cause des résistances locales. Mais son apport original reste son œuvre scientifique et académique sur la législation concernant les Juifs de Tunisie et sur l'ancien cimetière de l'avenue de Roustan. Et vous avez là à peu près une liste presque exhaustive de tout ce que le rabbin Arditi avait écrit. Tout comme David Cazès, Arditi a évolué dans un milieu hostile, celui d'une communauté qui ne l'a jamais adopté. L'intérêt de ces figures, au-delà de l'incompréhension ou des malentendus qu'ils ont suscités, réside dans le fait qu'ils ont largement dépassé les cadres souvent restreints de leur vie professionnelle et sont devenus de véritables passeurs culturels. Merci. Merci. Merci beaucoup. Dur d'être rabbin, si j'ose dire, dans des conditions pareilles. Nous allons conclure donc cette matinée en compagnie de Claire Rubinstein, que vous connaissez tous et qui est membre et qui a présidé aussi, vice-présidente, n'est-ce pas, de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, qui va nous parler d'art, donc l'impact du protectorat français sur la judaïcité de Tunisie dans le domaine artistique. Et nous allons, je crois, bénéficier de projections, là encore, d'œuvres multiples. Merci. Merci beaucoup. Donc le sujet vient d'être dit et abordé. Il s'agit de l'impact du protectorat français sur les judaïcités de Tunisie dans le domaine artistique. Et je suivrai un plan qui ira de la naissance de ce monde artistique tunisien sous le protectorat à l'impact de la France dans l'émergence de peintres juifs en Tunisie, en passant de la tradition à la modernité, et enfin une étude plus précise de cas, c'est-à-dire d'artistes juifs de la période coloniale, par rapport à leur acculturation à travers 5 peintres modernes, non compris ceux qui ont été à l'origine de l'école de Tunis. Donc, les Juifs de Tunisie étaient une population, comme nous l'avons vu plusieurs fois au cours de ce magnifique colloque qui entame sa dernière journée. Les Juifs de Tunisie, cette population ancrée dans les territoires d'Afrique du Nord depuis près de 2 millénaires, était soumise, comme vous le savez, au statut de dhimitude depuis la conquête arabe.
du VIIe siècle, et l'ouverture politique des baies avait conduit tout de même à l'abolition du statut de dhimmi en 1857, avec le pacte fondamental. Mais sur le plan artistique, sur le plan de l'expression culturelle, les Juifs comme les musulmans étaient restés fidèles au commandement du Sinaï et interdisant cette reproduction de la figure humaine et animale. Et donc les artistes juifs et musulmans de Tunisie avaient exercé leur talent plutôt dans l'architecture, créatrice de palais, de mosquées, et dans les arts appliqués. Il s'était développé cependant un fond artistique constitué d'enluminures, de contrats de mariage calligraphiés, d'artisanat, constitué de vêtements traditionnels, tapis, céramiques et orfèvrerie. La naissance des arts plastiques a lieu tout de même au début du XIXe siècle à travers la peinture sous verre, mais ce n'est qu'à la fin du siècle que apparaît la peinture donc, de chevalet. Alors la problématique concernant ce sujet, c'est la suivante. L'instauration du protectorat français sur la Tunisie bellicale à partir du traité du Bardo de 1881, si elle va apporter des transformations culturelles profondes d'inspiration française et plus largement européenne, les judaïcités locales, c'est-à-dire les Grana juifs d'origine italienne et les Touansa juifs tunisiens, ont-ils été sensibles, ces judaïcités ont-elles été sensibles aux nouvelles valeurs culturelles importées dans la régence de Tunis par le protectorat français? C'est dans le domaine des arts plastiques que nous rechercherons quel a été l'impact du protectorat français sur les peintres juifs de Tunisie, l'évolution de ces peintres de 1881 à 1962, en liaison avec les mouvements picturaux en France et les conséquences de leur acculturation. Avec le protectorat français, l'ouverture culturelle va aboutir à la naissance d'un art figuratif et à de nouvelles structures artistiques. Les peintres juifs s'y engagent très rapidement, sous l'influence des peintres français, grâce aux nouveaux espaces de liberté. Les peintres musulmans les rejoindront. Cette longue évolution qui se développe dans la régence de Tunis sous protectorat aboutira à la naissance de l'école de Tunis en 1949. Le voyage en Orient des peintres européens avait remplacé le voyage en Italie. Et on avait vu arriver Vassili Kandinsky à Tunis en 1905, André Lotte en 1913 et bien d'autres, Jules Passin en 1925. Des peintres français comme Lucien Lazare, Victor Prouvé et une longue liste d'autres peintres étaient aussi présents en Tunisie. Cependant, sans abandonner leur tradition séculaire dans l'enluminure et l'orfèvrerie, les peintres juifs de Tunisie adoptèrent au contact de toutes ces grandes figures européennes, dès la première génération, les nouvelles techniques de la peinture de chevalet, aussi bien dans le paysage, le portrait, que dans les scènes de la vie quotidienne. Tournés vers la France, les peintres juifs de Tunisie engagèrent des échanges avec les peintres de France. Ils participèrent à des expositions de peinture en France, en Espagne et en Italie aussi. Et 4 nouvelles structures, et ceci est important, 4 nouvelles structures ont donc été mises en place sous le protectorat français. Et ces structures, c'est d'abord le musée du Bardo en 1888. Ensuite, c'est le premier salon tunisien qui fut consacré à la peinture, à la sculpture et aux arts traditionnels. Ce salon sera donc réuni régulièrement pendant 90 ans, 1894-1984, et cette création du salon tunisien a entraîné une véritable effervescence, une véritable fascination pour la créativité à ce moment-là. Alexandre Fichet, nous l'avons déjà vu avec M. Marzouki, a donc été le fondateur et le président du salon tunisien en 1913, et il avait apporté une très grande modernité à ce salon qui initialement a été conçu dans un cadre colonial, mais qui a été un espace de rencontre extraordinaire entre différentes formes d'art, aussi bien intergénérationnelles que interethniques, si on peut dire, donc ouvert aux artistes du monde entier. Parmi eux, nous connaissons le baron Rodolphe d'Erlanger, musicologue et peintre, qui fit construire sa villa à Sidi Bou Saïd. La troisième structure est celle du Salon des artistes tunisiens, qui a eu aussi un très grand rôle et qui va se réunir en parallèle et va organiser de nombreuses expositions nationales et internationales.
Alors vous avez ici un exemple de cette annonce du premier salon tunisien, mais ici nous avons celui de 1912, donc qui est ouvert du 12 avril au 7 mai 1912, avec tout le livret des exposants, et nous avons la liste des exposants. Alors, si on peut voir un petit peu comment ces peintres tunisiens vont s'insérer dans ces structures, il nous faut regarder justement les salons et les 3 générations qui ont prévalu dans cette période. La première génération, qui est celle de 1890 à 1923, qui va rassembler autour de Moses Lévy les peintres juifs tunisiens comme David Younes, qui avait fréquenté les ateliers les plus célèbres. Alors, un deuxième peintre très important que je reprendrai dans l'étude de cas, c'est Albert Braitoussala. Ensuite, nous avons un peintre qui est dans la modernité, mais une modernité alliée à la tradition, on le verra, élève de Léon Belmont et de Jules Adler à Paris, et dont l'œuvre a été primée à l'exposition d'art colonial à Rome. Et plus tard, enfin, nous avons aussi parmi eux, dans cette première génération, le peintre tunisien Amar Farhat. Des peintres français comme Alexandre Fichet, Pierre Boucherle, Marcel Nadal, il faut bien voir quand même qu'il y a une femme, il n'y en a pas beaucoup de femmes parmi tous ces peintres, Robert Hue, Alexandre Roubtsov, vont apporter en 1924 toute une série de techniques à ces peintres, et ils ont favorisé cette première génération qui est fondatrice justement de cet essor culturel et de l'importance de la fascination des peintres juifs pour l'école de Paris en particulier, donc des échanges. La deuxième génération de peintres, c'est celle de 23-39. Elle est encore influencée par Moses Lévy et Pierre Boucherle, mais aussi nous avons Jules Lelouch, Henri Saada ou Maurizio Valenzi. Les Tunisiens musulmans comme Ali Ben Salem, Yahya Turki, Jelal Ben Abdallah et Abdelaziz Gorgi vont se joindre aux artistes juifs et français, et ils sont les meilleurs amis de Moses Lévy. Alors, après le régime de Vichy, après tout ce que nous avons vu précédemment, les peintres recommencent leur activité de 1943 à 1960, et on peut dire que là, il s'agit de l'âge d'or de la peinture tunisienne. Et nous allons jusqu'à l'indépendance de la Tunisie en 1956, proclamation de la République tunisienne. Pourtant, 1962 va sonner le départ des peintres juifs de Tunisie pour la France ou pour l'Italie. Alors, avant d'arriver à l'école de Tunis, nous avons la formation de groupes d'artistes qui sont des groupes d'artistes plasticiens. Et ces artistes plasticiens ont pour référence, et c'est très important, qu'ils sont tous nés en Tunisie, même s'ils sont français ou italiens. Donc nous avons le groupe des 4 en 1936, qui va devenir le groupe des 10 en 1948, en s'élargissant à Yahya Turki et Amar Farhat, plus Nello Lévy, le fils de Moses, Edgar Nakache, qui aura une grande importance, nous allons la voir tout à l'heure, Emmanuel Bocchieri, Michel Miranda et Marie Goyer-Autré, Antonio Carpora, qui faisait partie du groupe des 4, étant déjà rentré en Italie. Alors, Pierre Boucherle. Alors, avant de voir Pierre Boucherle, je voulais vous montrer ce tableau qui a été fait à 10 mains, c'est-à-dire le groupe des 10 a fait chacun une partie, et vous le voyez, il y a le kiosque, il y a les fleurs, la nature morte de Pierre Boucherle, vous avez la musique, le kiosque musique de Moses Lévy, et puis la nature morte aux fruits, et puis le rabbin d'Edgar Nakache tout à fait à gauche en bas. On pourrait penser même qu'il s'agit plutôt d'un mendiant que d'un rabbin. Alors, donc, ils étaient capables de travailler ensemble. Et ça, c'est un des points très importants. Cette communauté d'artistes juifs, musulmans et français qui va donner l'essor à cette école de Paris. Et l'école de Paris va être l'œuvre de ce groupe, plus surtout la personnalité de Boucherle. La personnalité de Boucherle, de Pierre Boucherle, qui est né à Tunis en 1894 et qui va jouer le rôle de fédérateur de ces peintres. Il avait rencontré à Paris et avait subi vraiment beaucoup d'influence de l'école de Paris, et il avait reçu une première bourse de voyage du gouvernement tunisien, ce qui est assez étonnant, en 1923.
Et donc, il va s'associer aux différents peintres que nous avons vus, pour aller vers ce que j'appellerais la modernité. Alors, vous avez ici le vieux moulin de la Goulette, pas de la galette, mais de la Goulette, c'est fait exprès. Bon, il n'a jamais existé, en fait. En tout cas, aujourd'hui, il n'existe plus. Et c'est une inspiration déjà cubiste, vous voyez, à la Cézanne. Donc, tout ceci va accélérer quand même l'influence de Pierre Boucherle, va fonder cette école, donc une école d'avant-garde, l'école de Tunis, avec les peintres du groupe des 10, en particulier Moses Lévy et Jules Lelouch, qui vont jouer un rôle important. Et ces artistes juifs de Tunisie vont contribuer à faire jaillir une peinture tunisienne contemporaine, libérée de la société coloniale. Et ça, c'est un des points importants, parce que ce n'est pas une simple école coloniale, pas du tout. Au contraire, ils vont se démarquer de tout cela. Ce sera un des apports de cette école, et en particulier des peintres juifs qui y sont associés. Ces peintres étaient convaincus qu'il fallait s'intégrer, devenir les égaux de tous les autres, et ils avaient reçu les techniques, ils s'étaient appropriés les techniques des maîtres français, et ils avaient bénéficié des très larges libertés artistiques que leur avait donné le protectorat. Donc, dans cette Tunisie protectorale, ils avaient déjà abordé et absorbé les libertés artistiques. L'influence de ces peintres, elle est aussi sensible grâce à leur séjour à Paris et grâce à la maîtrise qu'ils vont avoir et aux différentes formations, aux différents stages donc, de formation qu'ils auront dans les écoles parisiennes, aux Beaux-Arts en particulier. Alors, ils ont lutté contre l'orientalisme. On croit toujours que l'école de Tunis est une école orientaliste. En fait, c'est une école anti-orientaliste. Elle est dans la pure tradition. Au départ, oui, il y avait une tradition coloniale, mais les peintres ont essayé de se rapprocher de la nouvelle vision du monde inspirée par l'école de Paris, et c'est ainsi que c'est une véritable révolution culturelle qui commence et qui ne s'achève pas d'ailleurs en Tunisie aujourd'hui. Il y a une très belle école de Tunis aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que disait à ce propos Pierre Boucherle, tous libres mais unis, sans distinction confessionnelle ou idéologique, amitié, solidarité et respect mutuel, malgré les différences, une école qui ne sera ni coloniale ni orientaliste. On voit donc bien que le but, c'est qu'on arrive à une école d'universalité, et ça plaisait beaucoup aux Juifs. L'esprit d'universalité était partagé par les Juifs comme Moses Lévy, David Jounès, qu'on a déjà vu, Braït Oussala, et par ici, par les musulmans. Alors, on les voit tous, ils se réunissaient au Café de Paris. Alors, je n'irai pas dans les détails, si vous voulez, de la reconnaissance, mais on voit que vous avez ici Abdelaziz Gorgi, de droite à gauche, Pierre Boucherle, Moses Lévy, un peintre Mifsud, qui est un peintre maltais, Amar Farhat, Yahya Turki et Emmanuel Bocchieri. Concernant maintenant les thèmes ne sont pas modernes. Les thèmes peuvent rester des thèmes traditionnels, comme par exemple celui des rabbins. Alors, vous avez ici un rabbin qui est peint par Maurice Bismuth. Maurice Bismuth a été l'élève d'Émile Pinchard. Et il a été titulaire d'une bourse du gouvernement tunisien, a fréquenté l'école des Beaux-Arts de Paris, et pourtant, vous voyez des motifs très traditionnels. Donc, tout de même, ce qu'il y a, c'est la manière dont de les traiter qui ne le sera pas. Et c'est le seul parmi tous les peintres qui va émigrer définitivement aux États-Unis, et où ses filles nous ont donné de très nombreux tableaux au moment où nous avons fait l'exposition avec la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, qui a été suivie par plus de 1000 personnes à la mairie du 4e arrondissement, et où on a vu les Juifs, les musulmans et les Français qui étaient habitants de la Tunisie au préalable pleurer devant les tableaux. Et je parlerai de ça parce que c'est très important. Voilà ici une peinture de Victor Sarfati. Donc là, c'est les rabbins lisant à la griba, une touche impressionniste. Et ce sont toujours les mêmes rabbins que l'on va retrouver partout. Donc, avec leurs vêtements traditionnels, et puis ils passent leur journée
dans cette lecture approfondie de l'arabe. Alors, ici, ce que nous avons et qui est important, c'est l'influence de Moses Lévy et de Edgar Nakache. Nous passons donc à cette partie d'études de cas. Ces trois peintres, Moses Lévy, donc Jules Lelouch et Edgar Nakache, sont très imprégnés de modernité. Alors, Moses Lévy, c'est une œuvre pratiquement magistrale qui passe de l'Italie à la Tunisie protectorale. Il est né d'Idora Bouzid, qui a écrit un livre très important sur cette école, est né à une époque où la rencontre de plusieurs cultures a favorisé l'éclosion d'une vie artistique, ainsi que l'adoption et la diffusion de la peinture, mode d'expression alors difficile à pratiquer dans une société traditionnelle confrontée à la modernité. Vous voyez toujours tradition, modernité. Je n'entrerai pas dans tous les détails de la vie de Moses Lévy. En tout cas, il est citoyen britannique par son père, conseiller du B et italien par sa mère. C'est son père qui était conseiller du B. Il va passer sa vie entre l'Italie et la Tunisie, fait ses études au lycée Carnot, et puis retourne en Italie à l'Académie de Lucca, puis à l'École des Beaux-Arts de Florence. Et il sera admis avec le Cueillette des Olives en 1907 à la 7e Biennale de Venise. Donc, influence tunisienne, influence toscane, mais il va participer aux expositions d'avant-garde comme celle des peintres de Chirico à Viareggio. Il va vivre cependant à Tunis en 1925, il revient à Tunis et continuera ses expositions. En fait, c'est un peintre méditerranéen. Donc, très influencé par la Tunisie, par les paysages tunisiens, et que l'on retrouvera donc dans tous les salons auxquels il participera, les salons tunisiens, où il exposera de très nombreuses peintures. En fait, il apparaît comme le chef de file de ce groupe des 10, fondé à Tunis avec Pierre Boucherle et avec les autres. Alors voilà, ici, vous avez un des tableaux de Moses Lévy, qui est un tableau très lumineux sur un thème folklorique. Ce sont les danseuses arabes, donc des thèmes locaux, mais traités de manière à touche impressionniste. Voilà un autre tableau où nous avons l'abstraction qui est en seconde position. Il n'a jamais abordé l'abstraction, mais une faible représentation des visages avec une inspiration donc cubiste. Maintenant, passons à Edgar Nakache. Edgar Nakache est un peintre très important parce que tunisien. Il a représenté l'avant-garde de la peinture tunisienne donc, dans les différentes expositions. Et il est autodidacte. Donc, il a peint en 1934. Sa première exposition à Tunis a lieu en 1938. Et il deviendra journaliste dès 1943. Et il exposera au Salon de la Jeune Peinture, invité par l'abbé Maurice Morel, spécialiste de Picasso et de Rouault. Il est alors considéré donc comme ce représentant de l'avant-garde et va faire partie de l'école de Tunis. Alors voilà ici les tableaux qui sont toujours... La goulette est un thème récurrent dans les peintres de l'école de Tunis parce qu'il y a cette transparence de l'eau qui est très importante. Et voilà son évolution vers l'abstraction. Donc abstraction et puis une évolution ultérieure vers la figuration narrative. Et c'est très important parce que ça, c'est à Paris qu'il a évolué vers la figuration narrative. Et c'est lui alors qui apportera à la France une nouveauté. Ce sera dans le sens inverse. Donc si la France a apporté aux peintres, les peintres juifs ont aussi apporté à la France, comme Jules Lelouch aussi, car Jules Lelouch, lui, est un peintre de Monastir, et il va exposer, on l'appellera le peintre vénitien de Monastir. Voilà ici, par exemple, la transparence des paysages marins de Jules Lelouch, avec la beauté de l'eau et des ciels, cette beauté qu'il retrouvera à Venise lorsqu'il aura quitté la Tunisie, mais il réintégrera dans les tableaux sur Venise les couleurs de la Tunisie. Alors voilà les peintres ici qui succèdent donc à Pierre Boucherle comme président de l'école, directeur de l'école de Tunis, Yahya Turki, et Abdelaziz. Alors ici, voyons justement les
les tableaux, l'interférence entre les thèmes juifs chez les peintres musulmans. Et enfin, ici, celui de Gorgy, qui devient donc jusqu'à sa mort successeur de Yahya Turki. Alors voilà, ici, les peintres de la modernité, et ça va être très rapide parce que c'est juste des vues de leur travail. Alors on a David Younes, Albert Braito Sala, Victor Journeau, Nello Levi et Georges Koskas. Le plus important à mes yeux, ce n'est pas David Younes qui s'inspire encore de Rembrandt et de la peinture classique, tout en ayant vraiment en main la maîtrise des effets d'ombre et de lumière, un rabbin. Vous pourrez penser qu'il s'agit effectivement d'un Rembrandt, mais celui sur lequel je veux insister, prendre quelques minutes, c'est Albert Braito Sala, on l'appelait parfois Alberto. Alors, lui, c'est le type parfait de l'intégration, parce qu'il est fils d'une famille juive séfarade de 6 enfants, fait ses études chez les Pères Blancs, et il va très rapidement s'évader vers la France, et élève à Tunis de Georges Marc, il devient le portraitiste mondain du tout Paris. On lui a consacré récemment, il y a 2 ans juste, une formidable exposition à Lille, et vous avez ici son portrait et la couverture de ce catalogue, parce que c'est quelqu'un qui a été complètement acculturé au contact de la culture française du protectorat. Et cette exposition à Roubaix, l'île Roubaix-Tourcoing, mais à Roubaix précisément à la piscine, en 2016, s'intitulait Braito Sala, l'élégance d'un monde en péril. Et on voit dans cette exposition vraiment le tout Paris qui apparaît dans ces tableaux, des tableaux qui sont encore, vous voyez, dans l'illustration, il fait la une de l'illustration plusieurs fois. Et j'ai eu le catalogue et j'ai pu voir cette exposition. C'est vraiment, il revient dans le panthéon des peintres français. De même que Victor Journeau. Alors Victor Journeau, lui, c'est intéressant de le voir parce que c'est un enfant de Tunis, mais qui va beaucoup exposer à Paris. Il participe à de très nombreux salons aussi dans le salon tunisien. Donc vous voyez, c'est Tunis-Paris, Paris-Tunis, les salons qui échangent et qui développent justement cette immense fascination des peintres. Alors Moses Lévy et son fils Nello Lévy. Ici, je vous montre une peinture des débuts de Nello Lévy, que j'ai d'ailleurs acquise parce que je l'ai trouvée très très belle. Et vous voyez, là, c'est déjà une non-figuration. On va vers la non-figuration et vers l'abstraction. Alors, un peintre abstrait, c'est Georges Koskas, 1922-2013. J'ai eu l'occasion d'aller le voir dans sa demeure très humble au moment de l'exposition. Il est décédé en 2013. Il a été repris par une galerie ici à Paris et on le considère aujourd'hui comme l'un des représentants les plus originaux de l'abstraction géométrique. Alors, il faut sentir cette peinture-là justement de Georges Koskas, parce que c'est de l'abstraction géométrique. Il utilise les points. Il a une plage, par exemple, qui est absolument extraordinaire, où on voit se dessiner la vie tunisienne à travers l'abstraction. C'est très beau. En conclusion, cette étude peut apparaître comme une recherche de la vision ethnocentrée du domaine communautaire juif, à travers des peintres plasticiens, mais il s'agissait surtout ici de ressentir leur nouvelle perception de ce que vous avez désigné comme le nouvel individu juif hier et de sa collectivité par rapport aux majorités dominantes, voire aussi dominées, dans le contexte parfois variable que nous avons aperçu parfois de flambées d'antisémitisme, mais ici il s'agit d'une symbiose judéo-musulmane ou judéo-française, judéo-musulmane et judéo-française. Dans le rapport de force entre le monde colonisateur et le monde colonisé, les artistes plasticiens juifs ont joué un rôle de révélateur de l'impact du protectorat sur la sortie d'un monde clos de traditions millénaires vers la découverte de nouvelles valeurs. Donc émancipation par rapport au tabou religieux, ouverture sur l'Europe, liberté artistique. L'évolution des représentations picturales
des artistes juifs de Tunisie montrent la fascination pour les modèles français. Ils s'unirent aux peintres français et tunisiens musulmans dans cette fameuse symbiose créatrice, utilisant les techniques des différents mouvements picturaux. Cependant, tous nés en Tunisie, ou presque, tous sont morts à l'étranger. Alors ça, c'est vraiment le point de développement qu'il faudrait faire et que nous avons peut-être l'intention de le faire ultérieurement. Les conséquences de l'acculturation de ces peintres juifs furent d'une part l'abandon d'un pan de l'identité de ces judaïcités locales liées à leur culture hébraïque de manière ancestrale, l'apparition de ce nouvel homme juif moderne, acculturé à la France, mais ayant assumé un rôle moteur dans la lutte contre les modèles coloniaux, de l'art colonial. Il serait intéressant effectivement de continuer cette étude en suivant l'évolution des artistes juifs de l'école de Tunis au lendemain de l'indépendance de la Tunisie en 1956 et surtout après leur départ pour la France ou pour l'Italie ou pour les États-Unis au début des années 60. Ont-ils vraiment effacé en profondeur les bases séculaires de la culture judéo-arabe de leur père? C'est une question. Leur nouvelle identité culturelle liée à toutes les formes de libération introduites par le protectorat les mèneront tout de même à s'affranchir de cette même société coloniale, à entrer dans la modernité des années 70 et à devenir les passeurs, en quelque sorte, de la Tunisie et de ses paysages dans la France. C'est le soleil qui est ramené dans leur tableau à la France d'aujourd'hui. Je vous remercie.